Donc, et puis la porte est ouverte, donc s'il y a d'autres personnes qui arrivent, ils pourront toujours s'installer dans les beaux fauteuils qui nous sont prêtés par la CCI. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai toujours un grand plaisir de vous recevoir pour ces soirées, ces rendez-vous plutôt de l'écho, puisqu'avant on faisait les soirées, les matinées. Pour nous maintenant, c'est les rendez-vous de l'écho, parce qu'on le fait des fois le matin et des fois le soir, en fonction des places, en fonction des salles qui sont libres surtout. Voilà, donc c'est notre rendez-vous de mi-année. D'habitude, nous avons une présentation qui intervient au mois de février pour notre enquête, la grande enquête du mois de février avec la CCI. Et cette enquête que nous on appelle enquête de mi-année, qui est un peu plus légère, et c'est celle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Permettez-moi d'abord de remercier la présence de Monsieur le Président du tribunal de commerce, Patrick Derry-Carrère, Monsieur Gudicelli, qui est le directeur de la DRETS, directeur régional et qui représente Monsieur le Préfet, donc qui ne sera pas là ce soir. Voilà. Jean-Baptiste Prépoint, qui est avec nous également, et puis Monsieur Wassard, qui sera avec nous ce soir également. Et bien sûr, différents représentants qui sont là, et merci d'être présents ce soir parmi nous. Alors, cette présentation, elle va se dérouler elle va se dérouler en plusieurs temps. D'abord, moi, je vais vous parler de la conjoncture à l'international et en France. Ensuite, Fabienne Fusienquin, qui est la directrice départementale de Vendée, donc qui est là et qui va intervenir sur les situations des entreprises, avec Sandrine Guével, qui est notre responsable du pôle conjoncture à la Banque de France. Ensuite, on fait l'entonnoir, comme chaque représentation, c'est-à-dire on parle d'international, on vient en Europe, en France, en région, et bien évidemment, on va arriver en Loire-Atlantique, et il y aura une présentation par Michael Brouard, donc, qui est le responsable du service Data Études à la CCI, avec une intervention aussi de Yann Trichard. Ensuite, M. Gudicelli, on vous laissera le mot de la fin, bien sûr, et on s'installera avec Yann Trichard sur ses fauteuils, et là, vous pourrez poser toutes les questions que vous le souhaitez. Voilà. Alors, nous voilà partis, on part, on va s'envoler un petit peu. Je pense que ça nous fait du bien en ce moment d'aller un petit peu plus loin, de prendre l'envol et partir dans le monde. Et donc, la conjoncture mondiale. Alors, comme je ne suis pas très petite, comme je ne suis pas très grande, j'avais pas vu, mais c'est difficile mais c'est pas grave, j'ai mes petites diapositives ici, donc ça ira très bien. Voilà. C'est trop haut, mais c'est normal. C'est à la banque, ils mettent une estrade. Ils rigolent beaucoup de moi, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, allez, j'y vais. Je prends mon temps. Voilà. Alors, les prévisions de croissance mondiale, donc comme vous pouvez le voir à gauche, donc c'est 3% en 2025, 3,1% en 2026. Et ces prévisions mondiales, elles ont fait l'objet d'une révision à la hausse par rapport à l'édition qui date d'avril 2025 et à la baisse par rapport aux prévisions qui avaient été faites au mois de janvier 2025. Ces prévisions du mois de janvier 2025, vous les avez en vert. Alors, comme vous voyez, toujours pareil, les pays les pays qui contribuent le plus à la croissance mondiale, c'est bien sûr les pays émergents et les pays en voie de développement. Dans ces pays, le premier qui contribue le plus, c'est l'Inde, avec une croissance de 6,4%. Ça nous fait rêver. On verra tout à l'heure quel est le taux de croissance et le taux de PIB en France. Et ça nous fait vraiment rêver. Je me rends compte que j'ai oublié de faire quelque chose dans mon introduction. J'ai oublié de souhaiter la bienvenue à de nombreux chefs d'entreprise qui viennent d'Alger, qui sont devant nous, et qui sont venus dans le cadre d'une MBA à Audencia. Voilà. Et donc, on a un grand plaisir de vous accueillir dans l'enceinte de la Chambre de commerce. Alors, l'Inde de 6,4%, suivi par la Chine à 4,8%. Donc, la Chine, je vous rappelle, avait pour ambition d'avoir à un moment donné une croissance à 2 chiffres. Elle a revu ses prévisions, revu ses objectifs. Elle aimerait bien être au-dessus de 5%, mais pour l'instant, elle est bien qu'à 4,8%. Et bien sûr, cette croissance mondiale soutenue par l'Afrique subsaharienne, avec les minéraux du Niger et puis l'or, bien sûr, de l'Afrique du Sud. Les pays avancés dont on fait partie, comme vous voyez sur la deuxième partie, eh bien, ils contribuent un petit peu moins, bien sûr, toujours à moitié moins que les pays émergents, mais donc avec une croissance attendue pour 2025 qui est à 1,5 et pour 2026 à 1,6%.
Comme vous pouvez le voir, je vous l'ai mis en dessous, 2025 et 2026, le premier pays qui participera à la croissance mondiale, ça sera l'Espagne. L'Espagne, qui est très dynamique, a une belle croissance, qui est, comme à un moment donné en France, qui n'aurait pas encore réussi à voter un budget en 3 ans, mais qui a une belle économie grâce à une population importante, surtout, des arrivées importantes, des installations en Espagne qui sont assez marquées, et aussi beaucoup de tourisme. Alors, ce que je peux dire, c'est que malgré le contexte géopolitique et les barrières douanières qu'on connaît, on en reparlera, l'économie mondiale a bien résisté au premier semestre 2025. Alors, bien résister, puisqu'on part de 3,3, on arrive à 3 par rapport à ce qu'on peut connaître. Cependant, il ne faut pas se laisser embarquer dans une évolution trop favorable. Et cette résilience, en fait, elle cache des fragilités dans différents pays mondiaux, mais aussi des disparités selon les zones géographiques mondiales. Et je pourrais en citer beaucoup, j'en citerai 3. Le premier, c'est les incertitudes politiques que l'on connaît dans de nombreux pays et des signaux aussi économiques qui sont assez contrastés et qui, en fait, au niveau de ces différents pays, donc avec une conséquence mondiale, ont freiné les prises de décision à long terme. Je crois qu'on est bien placé en France pour savoir que les prises de décision sont reportées, notamment à long terme. Le deuxième exemple que je vous donnerai, c'est l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ou en Ukraine, en fait, qui continue, bien sûr, et qui pourrait créer de nouveaux chocs négatifs sur l'offre dans l'économie mondiale et qui pourrait également perturber les chaînes d'approvisionnement, ce que l'on a déjà connu. Et enfin, je citerai le troisième fragilité, c'est les vulnérabilités budgétaires. On connaît en France, c'est le cas aux US aussi, au Brésil, qui pourraient venir perturber le marché financier et naturellement se répercuter sur l'économie réelle. Voilà, donc le dynamisme du premier semestre, oui, mais attention, il apparaît plutôt comme un sursis qu'une tendance durable. Alors, si on regarde maintenant, je vais vous parler un petit peu des droits de douane et des conséquences qu'il peut y avoir chez nous. Si on fait ce focus sur les droits de douane, bien évidemment, le contexte international que je viens de vous présenter a été impacté, et le sera encore, par les droits de douane des États-Unis, instaurés, comme on le sait tous, par le président Trump après son élection le 20 janvier 2025. Et on peut qualifier cette hausse d'inédite d'un point de vue historique, inédite par son ampleur et par sa rapidité de mise en œuvre. Alors, si vous voyez sur ce graphique, entre janvier et septembre 2025, le taux moyen de droits de douane a progressé de 14 points. Et ce graphique vous permet, chaque barre bleue se lit comme une contribution à la hausse de ce taux moyen de droits de douane. Et comme vous voyez à gauche, la Chine a participé, avec toutes les taxes qui ont été imposées, à 2,5 points des 14 points d'augmentation. Le Canada et le Mexique a contribué à 2,1. Tout ce qui est imposition sur l'acier, l'aluminium et le cuivre, c'est une contribution à 1,2 points parmi les 14. Tout ce qui est taxation de l'automobile et des intrants, ça contribue à 2,6. Les droits réciproques, vous voyez que c'est quand même 5,2 points de contribution. L'Inde et le Brésil ont contribué à hauteur de 0,7. Et il y a une petite, pour une fois on est tout petits, c'est l'Europe. Comme vous pouvez voir, dans ces 14 points d'augmentation, l'Europe n'a contribué que pour quasiment 0. Ce qui peut, et c'est là où il faut l'analyser de façon avec beaucoup de recul, c'est qu'en fait c'est ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui on peut avoir encore des assauts de la part des États-Unis pour taxer certains produits européens. Si je prends la suite, donc j'ai voulu vous montrer un peu ces droits de douane, comment ils ont évolué dans le temps. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, cette hausse depuis le début de l'année 2025 met fin à une très longue période de diminution des barrières aux échanges qui avait été initiée dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où là, à ce moment-là, il y avait une véritable volonté de renforcement du multilatéralisme entre les États-Unis et la France. Par contre, si vous regardez sur la partie gauche de la courbe, vous pouvez voir qu'en fait, on remonte dans le temps pour avoir des taux de douane aussi plus élevés encore que ce que l'on a aujourd'hui, puisqu'il faudrait monter en 1930 où il y a eu un taux de taxation qui était de 19,8, donc 20%. Voilà. Et là, c'était aussi, les États-Unis avaient fixé ce taux pour protéger les entreprises et les agriculteurs. Et si on remontait encore plus dans le temps, ça sera en 1890 qu'il y a eu un taux d'imposition de près de 30%.
Alors, par contre, si vous regardez sur juste avant 2020, donc 2017, là, vous voyez qu'il y a déjà eu une petite hausse qui s'amorçait. C'était tout simplement juste après l'élection de Donald Trump, qui avait déjà démarré les droits de douane, et ça a été continué par Joe Biden. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que les droits de douane ont augmenté, c'était déjà initié en 2017. Et les droits de douane qui avaient été affectés à cette époque par le président Trump, ça représentait 80 milliards. Et pendant les élections de Joe Biden, c'est 74 milliards. Donc on a bien continué. Ça fait déjà quelques temps que l'on avait une volonté en fait des États-Unis d'instaurer du protectionnisme. Si je passe maintenant, ce tableau vous permet en fait de voir le niveau moyen des droits de douane qui sont appliqués dans chaque pays partenaire. En bleu, les droits de douane en janvier, et en orange, la variation du taux moyen entre janvier et septembre. Donc comme vous voyez, en fait, ces différences de taux entre la Chine et puis l'Irlande, elles ont deux origines. La première, c'est une différence de taux entre les pays pour un même bien. Et la deuxième, c'est la différence de composition sectorielle des exportations. Donc, bien sûr, sur le premier point, on le sait tous, la Chine a été ciblée par des hausses spécifiques dès 2017, d'ailleurs. On reparlera des conséquences sur l'Europe, c'est important. Quant au deuxième point, c'est-à-dire les différences de composition sectorielle des exportations, là encore, c'est quelque chose qui avait commencé en 2017, mais sur des biens autres, c'est-à-dire sur les textiles, sur l'agriculture, sur l'acier, sur l'aluminium et l'automobile. Si on regarde maintenant, je vous parlais de la Chine, si on regarde les conséquences des taxations des produits chinois, les conséquences, c'est les Européens. On commence à les ressentir. Vous avez sur ce graphique la courbe bleue. La courbe bleue, c'est la baisse, c'est les États-Unis, c'est les exportations chinoise à destination des États-Unis. Donc vous voyez que ça baisse énormément. Eh bien, la Chine a beaucoup de produits à exporter, et donc par voie de conséquence, eh bien, les produits ils vont où? Ils vont une partie à l'Union européenne, mais aussi dans le reste du monde. Et vous voyez que pour nous tout particulièrement, au niveau de l'Union européenne, on le voit déjà arriver des produits chinois avec les conséquences que ça peut avoir, et je vous en reparlerai. Alors, le monde, très bien. Je vous ai beaucoup parlé des droits de douane aujourd'hui parce que vous allez voir, il faut qu'on mesure si on a des conséquences ou pas sur notre économie, française ou européenne. Et donc, maintenant, je vais me plonger dans les projections. On ne parle pas de prévision à la Banque de France, on parle de projections. Les projections macroéconomiques réalisées par la Banque de France. Ces projections, elles sont réalisées au mois de décembre, revues au mois de mars de l'année A+1, revues au mois de juin et revues en septembre. Les projections que vous avez sous vos yeux sont les projections que nous avons réalisées mi-septembre. Donc au niveau du PIB, on prévoit un PIB de une croissance donc de 0,7% en 2025, 0,9% en 2026 et 1,1% en 2027. J'ai vu arriver le directeur de l'INSEE. L'INSEE a prévu 0,8% en 2025 et je crois c'est peut-être l'INSEE qui aura raison. Voilà. Alors pourquoi en 2025 on a prévu 0,7% de croissance? C'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup mieux que ce que l'on annonçait il y a quelques temps, parce que fin 2024, on était dans éventuellement une récession. Donc, on a annoncé une récession. Donc, non seulement on n'a pas eu de récession, mais on arrive à avoir 0,7. On a augmenté de 0,1 point nos prévisions de croissance de 2025 en septembre par rapport en juin, tout simplement parce à la fin du deuxième trimestre 2022, on a déjà un acquis de croissance de 0,5%. Et cet acquis de croissance de 0,5%, il a deux principales sources. C'est d'abord la reprise de la consommation. En deuxième trimestre, on a une augmentation, pas beaucoup, mais c'est toujours ça, plus 0,1% contre une baisse les mois précédents de 0,3%. Et surtout, on a vu des variations de stock très importantes, qui a été le principal moteur de croissance sur le premier semestre, avec ça a touché notre croissance à hauteur de 0,7 points. En contrepartie de ça, au premier semestre, on a quand même vu nos investissements qui ont continué à reculer. Ça, c'est clair. Et puis, bien sûr, avec les droits de douane, première conséquence, le commerce extérieur, qui, lui, a quand même beaucoup reculé de 0,2 points au cours du deuxième trimestre 2025. Pour 2026 et 2027, on fait une prévision de 0,9 et de 1,1. Par rapport à nos prévisions du mois de juin, on a baissé de 0,1 point. Pourquoi on baisse de 0,1 point? Pour deux choses. D'abord, pour un contexte national qui est un peu plus incertain.
contexte national plus incertain. Je rappelle, on a fait les projections au mois de septembre, donc et on ne connaissait pas ce qui s'est passé il y a le début de semaine, mais on reste quand même dans un contexte très incertain. Et puis le deuxième point, c'était l'hypothèse sur un environnement international qui était plus défavorable, puisque le renchérissement de l'euro par rapport au dollar peut aussi et pourrait pénaliser notre compétitivité. Voilà. Alors, par contre, en termes d'inflation, comme vous pouvez le voir, la France, on est l'un des pays européens qui a une inflation la plus faible. Donc, on ciblait d'être inférieur à 2%. Pour 2025, on aura une inflation à 1,2%, pour 2026 à 1% et pour 2027 à 1,3%. Non, pardon, je n'ai pas lu la bonne ligne. C'est 1% en 2000, je me disais, ce n'est pas les chiffres. 1% en France d'inflation en 2025, 1,3% en 2026 et 1,8% en 2027. Voilà. Et la zone euro qui a une inflation un peu plus importante, puisque, comme je vous le disais, on est un des pays qui a une inflation la plus faible. Si on regarde plus dans le détail, la composition, là je vous expliquais les augmentations, la composition de la croissance et la décomposition de l'inflation. En 2025, je vous l'ai dit, ce qui compose le plus la croissance, ce sera les stocks. On peut se poser la question, qui dit stock, on l'a déjà connu en 2008, ça peut être générateur de crise. Ce n'est pas le cas, puisque de toute façon, il y a ce surstockage qui a été fait au premier semestre. Il y a déjà un déstockage qui est fait, et on s'attend à ce déstockage qui va arriver sur la fin de l'année. Beaucoup de surstockage pour faire face à l'augmentation des prix par rapport aux taxations douanières, et aussi par rapport à du décalage qu'il y a eu dans l'industrie aéronautique qui a nécessité ce surstockage. Comme vous le voyez, le commerce extérieur interviendra en négatif. C'est très clair, on le sait. Pour l'instant, les exportations sont bloquées. Et comme vous voyez, la consommation des ménages, elle a diminué. Pourquoi ? Parce qu'on a eu 2 diminutions de consommation au cours du premier semestre. Les achats de voitures qui se sont faits, qui ont été bien plus faibles que ce qu'on pensait. Beaucoup de ventes fin 2024 et moins d'achats en 2025. Et également une consommation d'énergie qui a été moindre sur ce premier semestre, tout simplement parce qu'en fait, la température était plus clémente. Et voilà comment on peut impacter la croissance. 2026, donc au tout début de l'année 2026, vous voyez, on prévoit toujours nos 0,9 que je vous ai présenté tout à l'heure. Début d'année 2026, la consommation et les investissements seront encore un peu freinés par les incertitudes politiques budgétaires que nous avons. Et ensuite, sur le deuxième semestre 2026, on verrait un raffermissement de la consommation, bien sûr, grâce à une hausse du pouvoir d'achat des salaires qui reste encore dynamique en 2026 et 2027, les investissements des ménages qui ont débuté en 2025 et qui vont continuer. Toujours pareil, ce n'est pas des niveaux très élevés, mais ça existe. Et on le voit au niveau national, on a une augmentation depuis 4-5 mois des demandes de crédit, tant des entreprises que des particuliers. Et ensuite, ça va dans la suite, j'ai un peu anticipé, il y aura aussi en 2026 et 2027 des investissements des entreprises. Donc ça, c'est les 2 barres 2026-2027. Donc un en bleu, les consommations qui redémarrent et les investissements. Alors, quand on regarde l'inflation, je vous ai dit, c'est 1,3, 1,8. En 2025, comme en 2026, comme en 2027, la composante la plus importante de l'inflation, ce sont les services. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, puisqu'en fait, les services, que ce soit les services ou les produits manufacturés, on maîtrise les variations d'inflation par les taux de crédit. C'est simple, l'alimentaire et l'énergie. L'inflation sur l'alimentaire et l'énergie, c'est l'État. Il fait un budget, il prévoit, il prend des mesures particulières et il peut influencer le prix de l'alimentaire et de l'énergie. Les services et les produits manufacturés, c'est la politique monétaire, c'est-à-dire c'est la Banque de France qui augmente ou diminue ses taux. On augmente nos taux quand on veut que la demande baisse un peu et que les prix baissent, et on diminue nos taux. Quand on diminue nos taux, il y a plus de demandes de crédit et donc il y a plus d'achats. Et ça nous fait baisser l'inflation. Alors, si je passe à la suivant, on a dit, est-ce que les droits de douane américains ont un impact sur la croissance et sur l'inflation ? Les droits de douane ont un impact sur notre croissance. En cumulé, de 2025 à 2027, ça va nous coûter 0,4 points de PIB. Voilà, ça vous l'avez, mais si vous regardez dans le détail, les 0,4 points de PIB, en fait, ce n'est pas les tarifs qui impactent le plus la croissance, c'est l'effet, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude qui crée
les droits de douane créent de l'incertitude, et de ce fait-là, l'incertitude fait qu'on ne consomme pas et qu'on n'investit pas. Et c'est ce premier impact, vous voyez, c'est quand même important, hein, sur 0,4, c'est 0,3. Au niveau de l'Europe, l'impact du droit de douane, ça sera moins 0,7 toujours cumulé, 0,7 de PIB, 0,7 points de PIB, toujours cumulé sur 2025-2027. Et donc avec un impact un petit peu plus important. Pourquoi on est moins impacté en France que dans le reste de l'Europe? Là, je vous invite à regarder le graphique de droite. Comme vous pouvez voir, en jaune, donc en bleu plutôt, pardon, les exportations vers les US, nous, on n'a que 1,6% de notre PIB qui est lié, enfin 1,6% de notre PIB correspond aux exportations. Quand on voit d'autres pays, comme le Mexique ou le Canada, ça représente pour le Mexique 26% de son PIB, les exportations vers les US, et le Canada, c'est 20%. Vous comprenez facilement maintenant pourquoi les US ont choisi de plutôt taxer ces pays-là. Mais on est un petit peu à l'abri, un petit peu plus que l'Allemagne, hein, qui a un taux de 3,8%, ou que l'Italie qui a un taux de 3,1%. Donc on est un peu protégé. Pour l'instant, les droits de douane, dans nos prévisions, les droits de douane n'auront pas d'impact sur l'inflation. On pourra encore maîtriser les impacts qu'il pourra y avoir. Alors, je vais passer vite là-dessus. La politique monétaire, si nous n'avions pas augmenté nos taux de crédit comme on l'a fait pour pouvoir baisser l'inflation, eh bien, on aurait aujourd'hui 1 à 2 points au moins d'inflation en plus par rapport à ce que l'on connaît par an. Donc je vous laisse juste imaginer, c'est dans la situation économique un peu tendue que nous avons aujourd'hui, et on en reparlera dans le détail, si on avait une inflation qui était encore plus élevée, alors là, on serait dans une situation encore beaucoup plus précaire. Donc aujourd'hui, le taux de refinancement, il est de 2%, ce qui porte les taux de crédit au profit des particuliers et des entreprises aux alentours de 3%. Alors, le graphique suivant. Comment va-t-on faire pour... Je vous ai parlé qu'on allait augmenter, la consommation allait augmenter. Bien, comment on fait? Tout simplement, aujourd'hui, jusqu'à présent, il y avait une consommation qui était faible, mais qui était liée à des rendements financiers. Et là, on voit clairement sur ce graphique, en fait, la consommation, elle va être un peu relancée, tout simplement parce qu'il y aura une différence positive entre les salaires moyens et l'inflation. Pour vous donner juste un exemple, au deuxième trimestre de l'année 2024, on avait des salaires qui étaient très élevés. Le salaire moyen augmentait davantage que les prix. Et c'est la différence des deux courbes que vous avez à gauche, puisque la progression des prix était moindre. Au deuxième trimestre 2025, on a une progression du salaire de 2,1% contre une augmentation des prix de 0,8%. Et c'est ce gap qui va durer jusqu'à au moins 2027 et qui va faire que la consommation va être relancée. On espère vivement que la consommation soit relancée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au lieu de consommer, on épargne. On épargne à des montants très très élevés, 6 400 milliards, j'ai déjà souvent dit ici. Un taux d'épargne de 18,9%, c'est un taux qui est du jamais vu hors période Covid depuis 70 années en arrière. Voilà. Quand vous savez que le taux d'épargne aux États-Unis est de 3,2%, bien voilà pourquoi la consommation booste l'économie américaine. Alors, dans nos prévisions à venir, très simple, on a sur cette courbe, vous voyez en noir la masse salariale et en bleu la consommation. Il y a toujours un lien. Alors là, on remonte à 2018, mais il y a toujours un lien entre la courbe de la masse salariale et la consommation des ménages. Et donc, en dehors de la période Covid, comme la masse salariale, elle ne va pas connaître l'augmentation qu'on a connue ces dernières années pour pouvoir compenser l'inflation, cependant, la masse salariale va continuer à augmenter de 1%. Donc, la consommation suivra cette courbe et évoluera dans le même ordre d'idée que c'est le même ordre de grandeur que c'est 1%. Je vous disais tout à l'heure, je veux juste regarder le graphique de gauche, les barres bleues. Vous voyez qu'il y a eu, dans la consommation, on a eu vraiment une grande variabilité, je vous le disais, au cours du premier semestre 2025. Ce qui nous a pesé sur la consommation, c'est l'absence d'achat de matériel de transport qu'on avait connu en fin d'année. Voilà. Je finirai
je finirai là-dessus avec qu'en est-il des exportations et des investissements privés. Dans nos prévisions, vous pouvez le voir à gauche, les exportations qui sont au ralenti aujourd'hui. Donc c'est la barre noire. À partir de début 2026 et sur les 2 années suivantes, les exportations vont reprendre, tout comme les investissements que vous avez sur la courbe de droite. Vous voyez sur la barre de la courbe bleue et la courbe noire. Bleu, c'est les investissements des ménages. Noir, c'est les investissements des entreprises. Tous les deux en volume. Dans nos anticipations, eh bien, on prévoit des augmentations des 2 investissements. Comme je vous disais, on lit déjà, on voit, il y a des banquiers dans la salle, on voit que les crédits, l'accord des crédits, la délivrance de crédits a augmenté depuis quelques mois. Voilà, et je vais laisser la parole maintenant donc à Fabienne Fusy-Hannequin pour nous présenter donc une étude. Il y en aura 2 études. On a une étude sur nos données que l'on a nos données bilancielles que l'on a au 31/12/2025. Ça sera la première étude. Donc on regarde un peu dans le rétroviseur, mais des fois ça fait du bien d'aller voir dans le rétroviseur pour comprendre si on est fort pour assurer l'avenir ou pas. Et ensuite, il y aura une présentation à partir d'une enquête que nous avons réalisée fin août, début septembre. Donc, bonjour à toutes et tous. Après la partie internationale et nationale présentée par notre directrice régionale, place à la présentation de la partie régionale avec, comme l'expliquait à l'instant Madame Kamiki, 2 volets. Une situation financière des entreprises à partir de l'exploitation de 18 000 bilans sociaux qui répondent à nos seuils de collecte, puisque ce sont des bilans sociaux des entreprises qui font plus de 1 250 000 € de chiffre d'affaires, puis les résultats d'une enquête réalisée cet été, qui permet une actualisation des prévisions qui ont été exprimées par les chefs d'entreprise en début d'année, en début d'exercice. Nous allons, avec Sandrine Guével, vous présenter à 2 voix ces études. Tout d'abord, le premier volet, la situation financière des entreprises, là, à partir des documents comptables, de l'exploitation des documents comptables, avec une première photo, la répartition des effectifs salariés dans les 4 grands secteurs économiques, industrie, services marchands, bâtiments et commerce. Les Pays de la Loire se placent au premier rang des régions françaises en proportion d'emplois industriels, tout comme les régions Normandie et Bourgogne-Franche-Comté, c'est de l'ordre de 180 000 personnes, 180 000 salariés sur 605 000. On sait que l'agroalimentaire est largement représenté dans notre région, mais on n'oublie pas bien entendu aussi la construction navale, l'aéronautique, mais également la plasturgie et la fabrication de machines. Sur 1 an, ce sont les services marchands qui enregistrent la plus forte progression en termes d'effectifs, plus 10%. Les entreprises de ce secteur sont les principaux employeurs de la région, 220 000 emplois sur les 605 000, près de 40%, 38%, près de 40% des effectifs salariés de la région. On pense bien entendu à l'hôtellerie-restauration, au transport logistique, mais aussi aux activités juridiques, comptables et ingénierie. Le bâtiment, la construction au sens large, reste un pilier de notre économie régionale, même s'il traverse des périodes de transition marquées par des tensions économiques. 85% des salariés de ce secteur sont dans le bâtiment et 15% dans les travaux publics. Enfin, on a choisi également de présenter le commerce cette année. Le commerce est forcément très diversifié. À Nantes, on a le 2e marché d'intérêt national de France. C'est un secteur qui, pour sa part, est composé de nombreuses micro-entreprises. Quand on a fait ce premier constat, cette première photo, arrêtons-nous maintenant sur l'évolution en termes de marge et de résultats. En termes de chiffre d'affaires, en termes de chiffre d'affaires et de résultats. Tout d'abord, une première constatation. On n'a pas dressé le trait total, des totaux, mais pour la France, la progression est de 0,3% en termes de chiffre d'affaires, la progression totale, tout secteur confondu, alors que pour notre région, Pays de la Loire, la progression est de 5,6%. Seules 4
4 régions sont en positif cette année. C'est Aura, c'est la région, la région Occitanie, tirée par tout ce qui est aéronautique, la région PACA, plus 4,3%, et également la région Normandie à plus 0,5%. Après 2 années de croissance, l'industrie marque le pas, puisqu'on enregistre une baisse du chiffre d'affaires de 2,9% cette année. 3 branches sont particulièrement touchées par la baisse. C'est la fabrication de produits métalliques, qui représente 6%, une baisse de 6% du chiffre d'affaires pour 10% des entreprises. C'est la fabrication de machines et d'équipements, là également une baisse de 6% du chiffre d'affaires. Et la fabrication d'autres matériels de transport avec une baisse de 7% du chiffre d'affaires. Pour ces entreprises, c'est la flèche rouge, le taux de marge baisse dans les mêmes proportions, voire un peu plus, moins 3,2%, signe donc d'efforts également consentis par ces entreprises pour garder les marchés. Le secteur des services marchands donc progresse, comme en termes d'effectifs, progresse très sensiblement au chiffre d'affaires, c'est plus 10%, alors porté à la fois par le dynamisme de certaines branches comme le transport, les services auxiliaires, mais également au bénéfice de certaines restructurations de groupes ou de croissance externe. Les effectifs de ce secteur, comme je le disais tout à l'heure, ont progressé de 10%, et le taux de marge a progressé dans des proportions très importantes également. Pour le bâtiment, on est orienté à la baisse, comme pour l'industrie, une baisse de 1,5%. Toutes les régions françaises affichent également une baisse, à l'exception de l'Île-de-France. Les branches génie civil, c'est-à-dire tout ce qui est travaux publics et gros œuvres, progressent pour leur part de 5 et 3%. En revanche, c'est la branche de tous les travaux de construction spécialisés, c'est-à-dire tout ce qui est second œuvre, 70% du chiffre d'affaires du secteur, qui, elle, pour sa part, baisse de 4%. Le taux de marge enregistre, en revanche, une progression de 3,2%, ce qui est important puisque ça veut dire que les résultats du secteur ont été, dans une bonne majorité, conservés. Enfin, le commerce, je rappelle que le commerce, c'est chez nous les entreprises qui font plus de 1 250 000 € de chiffre d'affaires. De ce fait-là, c'est représenté essentiellement par le négoce hors automoto, donc tout ce qui est commerce de gros, ou bien les centrales d'achat. C'est 56% du secteur. Et là, cette branche progresse de 7%. Le commerce de détail progresse de 1,3%. Et le commerce automoto progresse de 7%. Le taux de marge de ce secteur est sensiblement resserré, puisque de gros sacrifices ont été consentis. Bien entendu, c'est un secteur qui sera fortement présenté par Michael tout à l'heure, puisque on sait à quel point la CCI est très pointue sur le commerce. Je vais laisser à Sandrine le soin de présenter tout ce qui est données structurelles de ces entreprises. Fabienne. Bonsoir à tous. Alors, après avoir vu avec Fabienne les évolutions de chiffre d'affaires et de marge des entreprises de notre région, donc 18 000 entreprises cotées à la Banque de France, on va s'attacher maintenant à leur structure financière et plus particulièrement dans cette slide à leurs fonds propres, donc le poids des fonds propres dans le total de leur bilan. Alors, faire attention parce que ce ne sont pas les mêmes échelles, mais qu'est-ce qu'on constate ? C'est que même si les entreprises du bâtiment ont un taux qui est à 28%, donc c'est-à-dire qu'il est moins fort que dans les trois autres secteurs, où on oscille entre 39 et 44%. Donc même si les entreprises du bâtiment ont un taux de fonds propres qui est plus bas que dans les autres secteurs, on observe une tendance générale sur les 3 ans, en 3 ans, à un renfort des fonds propres dans les entreprises des 4 secteurs. Donc on voit bien sur 3 ans les évolutions favorables des taux des entreprises concernant leurs fonds propres. Donc il y a un renfort réel des fonds propres des entreprises dans notre région. Et si on s'attache même à une comparaison avec le niveau national, on voit que dans 3 secteurs sur 4, donc hors services marchands, les entreprises ligériennes sont vraiment plus capitalisées
que les entreprises au niveau national. Et quand je parle du niveau national, je peux vous inviter à aller voir sur notre site internet de la Banque de France le dernier bulletin qui a été publié sur la situation financière des entreprises, des PME et des ETI en 2024. Parce que dans ce rapport, ça souligne la même chose que pour nos entreprises ligériennes, c'est-à-dire que les entreprises au niveau national ont renforcé leurs fonds propres, quelle que soit la catégorie des entreprises, que ce soit des micro-entreprises, des PME ou des ETI. Donc, quand on parle de structure financière des entreprises, on ne parle pas que des fonds propres, mais on parle aussi de l'endettement bancaire. Donc là, vous avez donc des graphes qui représentent le poids de cet endettement bancaire par rapport aux fonds propres. Qu'est-ce qu'on voit dans les 4 secteurs? On voit qu'en 3 ans, le taux d'endettement bancaire recule. Et c'est vraiment flagrant dans les 3 secteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'endettement des entreprises est de mieux en mieux supporté par les entreprises parce qu'elles ont... Alors, l'endettement pèse de moins en moins dans la structure financière des entreprises. Alors, quand je dis que l'endettement pèse de moins en moins dans la structure financière des entreprises, ça ne veut pas dire que les entreprises se désendettent. Parce qu'on va le voir après, les crédits distribués aux entreprises dans notre région continuent de progresser, mais ça veut dire que l'endettement progresse moins vite que ne progressent les fonds propres, parce qu'on vient de voir juste avant que les fonds propres des entreprises augmentaient. Encore une fois, si vous avez envie d'aller voir le bulletin de situation financière des entreprises au niveau national, c'est exactement la même chose au niveau national. On a un taux d'endettement bancaire brut qui diminue en France, et c'est le même constat que pour nos entreprises ligériennes. Alors, après, je vais vous faire une petite synthèse. Donc, après avoir évoqué le chiffre d'affaires, les marges, la structure financière, on peut faire une synthèse de la situation financière des entreprises au travers de la cotation Banque de France. Alors, la cotation Banque de France, je pense que vous la connaissez tous, mais je vais vous en rappeler brièvement de quoi il s'agit. Donc, la cotation Banque de France, elle est établie à partir des comptes des entreprises, donc de leur liasse fiscale, dès lors qu'elles réalisent un chiffre d'affaires de plus d'1,2 million, de plus d'1,250 million exactement. On en fait une analyse financière approfondie, une analyse à dire d'experts, et on en tire une cotation. Vous avez l'échelle à gauche. Donc là, les cotations s'étendent du 1+ jusqu'au 8. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça traduit la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de 3 ans. Donc, si l'entreprise a une cotation 1+, on considère que sa capacité à honorer ses engagements est excellente ++, et si on arrive au 8, elle est fortement compromise. Là s'affiche à l'écran la répartition nationale des cotations. En haut, c'est avant l'étude des comptes 2024 des entreprises, parce que les comptes 2024 des entreprises, on les reçoit en 2025, hein, donc on les a étudiés là tout au long de l'année 2025. Donc avant l'étude des comptes au niveau national, on avait 39% d'entreprises qui avaient une cotation de 1+ à 2-, donc tout à gauche. Donc les meilleures cotations, les cotations les plus favorables, avant l'étude des comptes. Dans notre région, avant l'étude des comptes, on était à 43%. Donc on a davantage d'entreprises avec une cotation favorable. Si je fais le pendant à contrario sur les cotations, enfin les entreprises avec des éléments de fragilité, donc à partir du 5+, la partie à droite, donc du 5+ au 8, avant l'étude des comptes, au niveau national, on était à 18%. On est resté pareil après. Et au niveau régional, on est à 15%. Donc, à contrario, on a un taux plus bas d'entreprises qui sont cotées avec des éléments de fragilité, forcément. Donc, là, on vient de faire un point sur la situation financière des entreprises qui étaient cotées sur les comptes 2024, qui étaient cotées à la Banque de France. Donc, je repasse la main maintenant à Fabienne pour les projections actualisées pour 2025. Le titre est dit, donc c'est bon. Là, ce sont des prévisions, ou plutôt des perspectives, puisqu'on est déjà à mi-année, sur la fin d'année 2025, établies par les chefs d'entreprise
Donc, je profite de l'occasion, bien entendu, pour remercier tous les chefs d'entreprise présents dans la salle, puisque vos réponses sont essentielles, et sans vous, c'est vrai que nos enquêtes n'auraient aucune pertinence, elles ne seraient même pas possibles. Donc, un grand merci aux chefs d'entreprise qui, fidèlement, répondent à nos enquêtes, que ce soit nos enquêtes mensuelles, d'ailleurs, ou ces enquêtes annuelles. Alors, c'est assez facile pour moi, merci Sandrine, puisque les graphiques parlent d'eux-mêmes, en fait, nécessitent assez peu d'explications. On a demandé aux chefs d'entreprise, en fait, comment ils voyaient comment se passait leur exercice et comment ils voyaient les perspectives jusqu'à la fin d'année, soit avec une baisse d'activité, une stabilité, ou bien une progression, de même pour l'endettement et de même pour les effectifs. Tout d'abord, dans l'industrie, près de 3 dirigeants d'entreprise sur 4 anticipent une hausse ou une stabilité de leur chiffre d'affaires. C'est même un peu plus que les 74% annoncés en début d'année lors de notre rendez-vous de l'écho de février, chiffre établi à partir des prévisions. 2 chefs d'entreprise sur 5 confirment une stabilité, faisant preuve de prudence. En matière d'endettement, la majorité des chefs d'entreprise ont indiqué que leurs encours restent stables, ce que l'on avait déjà observé dans les comptes de l'année dernière. Et en termes d'effectifs, la volonté est de maintenir également les équipes en l'état, comme annoncé en début d'année. Il y a également un vrai besoin de recruter pour 27%, puisque 27% des chefs d'entreprise annoncent une possible hausse de leurs effectifs. Et ces chiffres sont confirmés par les interrogations mensuelles des chefs d'entreprise, puisque dans l'industrie, 20% d'entre eux font encore état de difficultés de recrutement sur ces tout derniers mois, mois de septembre. Si on passe, après l'industrie, les services marchands, si on passe aux services marchands, c'est 86% des dirigeants d'entreprise qui anticipent une hausse ou une stabilité de leur chiffre d'affaires. C'est quasiment équivalent à ce qui avait été annoncé en début d'année, puisque au rendez-vous de l'écho. 42% prévoient une stabilité, preuve encore de prudence. On retrouve dans les secteurs qui annoncent le plus fréquemment une hausse les secteurs les branches ingénierie, activités comptables et juridiques, et également l'aide à la personne. En termes d'endettement, la majorité des dirigeants ont indiqué que leurs encours resteraient stables en 2025. Enfin, la majorité d'entre eux également font état d'une stabilité des effectifs, même si près d'un tiers sont prêts à recruter. C'est notamment le cas dans le secteur du transport, du nettoyage industriel et également de l'édition de logiciels. Maintenant, le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment, c'est 3 entreprises sur 4 qui anticipent une hausse ou une stabilité du chiffre d'affaires. C'est équivalent à ce qui avait été annoncé en début d'année. Cette fois, la prévision de stabilité et d'activité est plus forte. Ceux qui annoncent une hausse du chiffre d'affaires sont plutôt les entreprises de la branche des travaux publics. En matière d'endettement, une grande majorité des chefs d'entreprise indiquent que leurs encours resteront stables sur l'exercice 2025. Enfin, en termes d'effectifs, là aussi, on note que la volonté des chefs d'entreprise est de maintenir les équipes en l'état, de maintenir les compétences. Les difficultés de recrutement sont encore citées, notamment dans tout ce qui est gros œuvres. Enfin, on termine par les prévisions dans la branche commerce. Pour rappel, ce sont toujours des prévisions pour les entreprises qui font plus de 1 250 000 € de chiffre d'affaires. Dans la branche commerce, donc, la majorité des chefs d'entreprise également anticipent soit une stabilité, soit une hausse du chiffre d'affaires. Les branches qui prévoient une hausse sont plutôt les branches de la santé, pharmacie, parapharmacie, bricolage, quincaillerie, mais également la branche alimentaire. La majorité des chefs d'entreprise également prévoient une stabilité de leurs encours en termes d'endettement, et une très large majorité, puisque c'est plus de 80%, prévoit également une stabilité des effectifs, voire une légère hausse. On passe au focus sur les investissements.
un des sujets qui est particulièrement prégnant en ce moment. Alors oui, on continue. Donc on a posé des questions sur le chiffre d'affaires, sur l'endettement, sur l'effectif. Après, on leur a posé la question sur leurs investissements. Dans quelle mesure leurs investissements qu'ils avaient prévus en 2025, donc ils nous ont annoncé au rendez-vous de l'écho, dans quelle mesure ces investissements-là se sont vraiment réalisés en 2025? Est-ce qu'ils se sont réalisés comme prévu, moins que prévu ou plus que prévu? Le premier constat, c'est que dans l'industrie, les entreprises sont plus dans l'attentisme. 58% d'entre elles confirment qu'elles maintiennent leurs investissements en 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a comme investissement? On a des renouvellements de machines, des acquisitions de machines, des nouvelles lignes de production. On a aussi de la géothermie, des agrandissements de locaux. Si on passe ensuite aux services marchands et aux bâtiments, c'est à peu près le même pourcentage. Donc, on a 3/4 des répondants qui nous ont confirmé qu'ils allaient maintenir leurs investissements qu'ils avaient prévus début 2025 pour 2025. Donc, ils vont les réaliser comme prévu. Qu'est-ce que j'ai là aussi comme investissement? J'ai du renouvellement de parc informatique, des achats d'engins TP, changement de RP, aussi beaucoup d'investissements dans la RSE. Donc, on voit quand même qu'il y a un certain pourcentage d'entreprises qui nous ont annoncé réaliser leurs investissements moins que prévu. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, du coup, ces investissements qui ne sont pas réalisés en 2025, est-ce que les entreprises vont les reporter en 2026? Dans l'industrie, majoritairement, ils les reportent en 2026. Pourquoi ils les ont reportés? Ils nous ont annoncé des contraintes environnementales qui ont entraîné des retards dans les démarrages de chantier ou bien un manque de temps pour vraiment les réaliser en 2025. Dans les services marchands, on va plutôt parler des freins évoqués pour le refus, pour la non-réalisation des investissements sur 2026. Les freins évoqués, c'est les refus de financement ou bien alors le climat d'incertitude qu'on connaît actuellement. Dans le bâtiment, par contre, là, ils sont vraiment majoritairement ceux qui n'ont pas réalisé en 2025 à les reporter en 2026. Et par exemple, pourquoi ils ne sont pas réalisés en 2025? Ils ont décidé de garder un an de plus leur engin de chantier et donc de reculer le moment de l'investissement. On vient de parler des investissements et je viens de vous dire quand même que la majorité des entreprises allaient maintenir leurs investissements qu'ils avaient budgétés en début d'année 2025. Et donc, on peut faire le pendant avec les crédits qui sont accordés. Donc, vous voyez ici les encours des crédits totaux moyen et long terme accordés aux entreprises, distribués aux entreprises pour notre région. Et donc, si on se focalise sur 2025, sur les 7 premiers mois de 2025 qu'on a, on voit clairement que les encours ont progressé entre janvier et juillet 2025. Donc, il y a une distribution de crédits auprès des entreprises pour leurs investissements. À droite, on a les deux types d'investissements, les deux types de crédits qui sont accordés dans le cadre de ces investissements. Les crédits d'équipement et les crédits immobiliers. On n'est pas sur les mêmes montants d'encours, mais on voit bien clairement, si on se positionne toujours sur l'année 2025, qu'on a un encours qui augmente mois par mois, que ce soit sur les crédits à l'équipement ou les crédits immobiliers. Donc on a vraiment un soutien, un accompagnement des banquiers auprès des entreprises dans le cadre de leurs projets d'investissement. Après, on leur a posé une dernière question. La dernière question sur leur délai de paiement. Est-ce qu'ils ont, en 2025, observé une dégradation, une amélioration ou une stabilité de leur délai de paiement, des délais de paiement de leurs clients? Globalement, on n'a pas les mêmes taux, mais globalement, on a quand même plus du bleu foncé. Donc, les entreprises nous annoncent donc une stabilité des délais de paiement de leurs clients. Mais quand on dit stabilité, vraiment clairement ce qui ressort, c'est que cette stabilité, elle a eu un coût pour les entreprises, parce que ça a été au prix de nombreuses relances clients, de vraiment une gestion rigoureuse du suivi client, voire même une nécessité de recrutement d'une personnel dédié au recouvrement. Donc vraiment, la stabilité a un coût. Et je peux même rajouter qu'on a quand même du rose qui est bien présent, donc on a quand même plus d'un quart des entreprises
qui mentionnent une augmentation de leur délai client. Et c'est même un peu plus marqué dans le bâtiment, avec une mention vraiment spécifique sur l'allongement des délais clients des marchés publics et des grands comptes. Pour finir sur la présentation des données 2025 et des prévisions des projections, donc je vais vous partager les toutes dernières tendances régionales qu'on a publiées hier sur le site de la Banque de France. Donc il faut savoir que chaque mois, on interroge un panel représentatif de chefs d'entreprise. Donc pour notre région, on appelle chaque mois près de 500 entreprises. Donc là, on les a appelées entre le 26 septembre et le 3 octobre. Qu'est-ce qu'il en ressort? Donc si on regarde, alors attention, c'est pas les mêmes échelles. Si on regarde d'abord sur l'industrie, qu'est-ce qu'on voit? Donc en septembre, qu'est-ce que nous ont annoncé les dirigeants? On a plutôt une amélioration de l'activité, et ça depuis quelques mois quand même. Derrière ça, on va se focaliser sur les carnets de commandes, et les carnets de commandes dans l'industrie, globalement, ils sont au niveau attendu, mais si on détaille dans les secteurs, c'est différent. On a des carnets vraiment bien remplis dans ce qui est activité, autres matériels de transport, mécanique, bois, machines et équipements. Et au contraire, on a vraiment un manque de consistance des carnets dans les filières automobiles, caoutchouc et plastique. Si je vous parle après des trésoreries dans l'industrie, là, les tensions de trésorerie sont présentes et elles se confirment encore ce mois, hormis dans la filière caoutchouc-plastique. Pour le mois d'octobre, les chefs d'entreprise nous annoncent un maintien de ce niveau d'activité. Ensuite, je passe sur le vert, donc sur les services marchands. Là aussi, j'ai une légère amélioration de l'activité en septembre, avec des situations vraiment hétérogènes entre les secteurs. Là, si je vais dans le détail, j'ai plus le repli dans le transport, dans l'hébergement, restauration, dans la réparation automobile. Je suis stable. Les entreprises nous annoncent une stabilité dans les activités juridiques et comptables et dans les services administratifs et soutien. Et j'ai une belle progression dans l'activité communication et information. Les trésoreries, là aussi, c'est comme dans l'industrie, c'est plutôt sous tension. Concernant les effectifs, ce qui ressort, c'est qu'on a toujours des difficultés de recrutement qui persistent, hein, vraiment, pour pas tous les secteurs, mais en tout cas certains, c'est assez marqué. Et qu'est-ce qui prévoit pour le mois d'octobre? Plutôt une activité encore en légère amélioration. Et enfin, dans le bâtiment, je vous dis encore la même chose, je vous dis encore une amélioration comme dans les deux autres secteurs, avec une évolution donc favorable à la fois en seconde œuvre et en gros œuvre. Mais derrière ça, j'ai des carnets de commandes qui ne se comportent pas du tout de la même manière, puisqu'ils sont vraiment en dessous des attentes en gros œuvre et plutôt au-dessus et bien au-dessus dans le second œuvre. Là aussi, j'ai des difficultés de recrutement qui sont très souvent mentionnées dans le bâtiment. Les prix des devis se stabilisent, c'est important comme information. Et pour terminer, qu'est-ce qu'ils annoncent pour le mois d'octobre? Les chefs d'entreprise sont confiants, ils annoncent une hausse de leur activité en octobre, portée surtout par le second œuvre. Voilà pour 2025. Je vais laisser la parole à Simone pour la conclusion. Alors, on va laisser la parole à la CCI. Donc 2024, comme vous avez pu voir, les évolutions des chiffres d'affaires sont contrastées, bien sûr, en fonction des secteurs. Il y a une bonne raison. Pardon, excusez-moi. Pour 2024, donc, comme vous avez pu le voir, il y a une évolution contrastée des chiffres d'affaires en fonction des secteurs, bien sûr. Il y a une bonne résistance dans le commerce. Attention au commerce supérieur à 1 250 000. Donc, on ne parle pas du commerce qui peut être les petits commerces qui connaissent des difficultés dans les centres-villes. Donc, une bonne résistance dans le commerce et les services marchands et un ralentissement dans l'industrie et le bâtiment. Point fort, c'est le renfort des fonds propres. Et comme vous avez pu le voir, c'est toujours bien d'avoir des fonds propres importants dans cette période-là pour pouvoir être prêt à pouvoir s'endetter lorsqu'on sortira de la crise. Donc des fonds propres qui se renforcent, c'est un endettement qui reste maîtrisé. Pour 2025, les prévisions des chiffres d'affaires et d'effectifs,
qui nous avait été donné par les chefs, qui avait été donné en prévision par les chefs d'entreprise en février se confirme complètement. Donc des belles prévisions qui avaient été faites en février. Dans l'industrie, 3 entreprises sur 5 ont réalisé des investissements, donc on continue l'investissement comme prévu, hein, et 3 sur 4 dans les services marchands et le bâtiment. Voilà, on va rentrer un petit peu plus proche dans le détail du 44, donc de la Loire-Atlantique. Bonsoir à toutes et à tous. Merci déjà à la Banque de France pour cette belle présentation de la conjoncture internationale, nationale, régionale. De mon côté, je vais vous présenter... De mon côté, je vais vous présenter les résultats de la conjoncture locale et notamment les résultats de notre dernière enquête de conjoncture réalisée auprès des chefs d'entreprise de Loire-Atlantique entre le 26 août et le 2 septembre 2025. Ma présentation va s'articuler en 2 parties. Tout d'abord, je vous ferai un état du bilan du premier semestre 2025, puis j'aborderai les perspectives sur le dernier trimestre de l'année. Donc tout d'abord, concernant le bilan du premier semestre 2025. Donc je vais commencer par vous évoquer les principaux faits marquants de ce semestre, puis j'évoquerai les évolutions de chiffre d'affaires qui sont globalement en légère baisse. Je vous parlerai de l'évolution des trésoreries qui, quant à elles, sont en légère hausse. Et ces situations diffèrent d'un secteur d'activité à l'autre. Donc tout d'abord, concernant les faits marquants du premier semestre 2025. Donc comme vous pouvez le voir sur ce nuage de mots, qu'est-ce qu'on observe? Que nous ont dit les répondants à notre dernière enquête? Eh bien, ils nous ont parlé de baisse. Baisse d'activité, baisse de clientèle, baisse de commandes, en lien notamment avec la consommation des ménages qui tarde à repartir. Ils nous ont parlé aussi d'instabilité politique, de crise géopolitique. Ils nous ont parlé d'augmentation, pas forcément d'augmentation de chiffre d'affaires, mais plutôt des augmentations de délais de paiement, d'une concurrence accrue, une augmentation de charges. Mais avant de passer sur la partie bilan, chiffre d'affaires, faisons un petit état des lieux sur justement la guerre commerciale avec les États-Unis. Donc la Banque de France en a parlé tout à l'heure, et notamment des effets. Donc on a posé cette question lors de notre dernière enquête de conjoncture. Est-ce que les dirigeants de Loire-Atlantique ressentaient des effets justement sur cette guerre commerciale? Eh bien la réponse, comme vous pouvez le voir, c'est quasiment 1 dirigeant sur 5 qui nous ont répondu comme quoi ils ressentaient des effets de cette hausse des taxes douanières à hauteur de 15% sur les produits exportés depuis l'Union européenne. Le secteur le plus impacté est le commerce de gros, puisque 44% des répondants de ce secteur nous ont dit ressentir des effets. Après, on peut ressentir des effets, mais ne pas être forcément impacté. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sensiblement sur les mêmes proportions, puisque 17% de nos répondants nous ont dit être impactés par cette hausse des taxes douanières. Les secteurs touchés, je vous l'ai dit, c'est principalement le commerce de gros, mais aussi l'industrie à hauteur de 22%. En effet, comme l'a évoqué la Banque de France tout à l'heure, les impacts sont dus principalement à l'incertitude et à la baisse de morale liée à cette hausse des taxes douanières. En effet, on est vraiment sur un effet domino. Pourquoi? Puisque le commerce de gros, par exemple, ou l'industrie, ont ressenti des baisses de vente de leurs clients et du coup, un ralentissement des investissements, des projets de leurs clients. Et du coup, ils sont directement impactés par une baisse des livraisons. Concernant l'évolution des chiffres d'affaires, donc qu'est-ce qu'on constate ici? Eh bien, on constate que 56% des répondants ont observé une stabilité ou une hausse de leur chiffre d'affaires. C'est moins 3 points par rapport à janvier 2025 et même moins 2 points par rapport à septembre 2024. Parmi les répondants, nous ayons indiqué une baisse de chiffre d'affaires, donc les 44% qui sont indiqués ici. Eh bien, cette baisse
se situe plutôt, est inférieur à 25%, donc à un quart de leur chiffre d'affaires. À l'inverse, parmi les 25%, donc le quart de répondants nous indiquant avoir une hausse de chiffre d'affaires sur le premier semestre, eh bien on voit que cette hausse de chiffre d'affaires était toute relative puisqu'elle était pour la moitié d'entre eux inférieure à 10%. Après, ces situations diffèrent d'un secteur à l'autre et justement vous pouvez le voir sur cette slide. Si on regarde sur la partie droite, ici, de la slide, qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit que deux secteurs sont plus particulièrement touchés par cette baisse d'activité. Le commerce de gros, avec 56% en baisse de chiffre d'affaires, et les CHR, le commerce de gros avec 2/3 de baisse de chiffre d'affaires, et les CHR avec 59% de baisse. Donc, concernant les CHR, les explications. Donc, c'est surtout lié à un changement de comportement de la clientèle française. Par exemple, pour l'hôtellerie-hébergement, on peut citer comme exemple la baisse du temps de séjour, des organisations, des réservations de dernière minute. Et pour la restauration, on va plutôt avoir comme explication une baisse du panier moyen. Les consommateurs réfléchissent vraiment à leurs dépenses. Par exemple, ils sont de moins en moins nombreux à prendre la formule entrée-plat-dessert, mais plutôt prendre la formule entrée-plat ou plat-dessert. Sur le temps du midi, on voit qu'on a un développement aussi de l'offre de snacking de la part des boulangeries, on a des food trucks, on a des livraisons à domicile, etc. Donc, concernant c'est surtout la restauration traditionnelle qui est impactée. À l'inverse, on voit que les pizzerias et les crêperies ont une meilleure résistance. Concernant le commerce de gros, eh bien, comme l'a évoqué aussi la Banque de France, l'impact des taxes douanières. Passons maintenant aux marges commerciales. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est assez flagrant. En un an, entre septembre 2024 et donc les résultats de notre enquête de septembre 2025, on a une entreprise sur deux qui a baissé ses marges commerciales au premier semestre 2025. C'est plus 10 points par rapport à il y a un an. Et même plus 4 points par rapport à notre dernière enquête de janvier 2025. En effet, pourquoi ils ont dû baisser leurs marges? Eh bien, notamment pour faire face à la concurrence, à l'exigence accrue des clients ainsi qu'à la baisse d'activité, tout en essayant de ne pas répercuter cette hausse de prix à leur clientèle. Concernant les niveaux de trésorerie, donc là, ce qu'on peut voir, c'est que 63% de nos répondants nous disent avoir une trésorerie satisfaisante. C'est plus 2 points comparé à janvier 2025. Tandis qu'à l'inverse, ce qu'on peut voir, c'est que les situations très difficiles sont en recul de 2 points et les situations difficiles se stabilisent autour de 24%. Les secteurs concernés par des situations de trésorerie difficiles ou très difficiles sont le commerce et services aux particuliers et les CHR, et notamment la restauration. Ce constat, surtout pour la trésorerie satisfaisante, ça s'explique, notamment comme l'a évoqué la Banque de France, par le renforcement des fonds propres pour une grande majorité des secteurs. Alors la Banque de France, on a parlé aussi tout à l'heure sur les sollicitations des chefs d'entreprise ou des entreprises auprès de leur banque. Là, ce qu'on a constaté, nous, en Loire-Atlantique, c'est une baisse des sollicitations auprès de ces banques. On est à un quart, donc 25% des répondants qui ont sollicité leur banque pour un crédit bancaire. On était plutôt autour de 30-35% sur nos 2 dernières enquêtes. Après, ce qui ne change pas, c'est, la Banque de France l'a dit aussi, c'est la part de refus de crédit. Là, c'est stable depuis nos 3 dernières enquêtes, on est autour de 14% de refus de crédit. Concernant les secteurs qui investissent, donc ce qu'on peut voir, c'est surtout des investissements liés à l'achat ou du renouvellement d'équipements et de matériel. Et donc, on retrouve cela plutôt dans les secteurs de l'industrie et des services aux entreprises. Par rapport
aux entreprises qui sollicitent leur banque pour un enjeu de trésorerie, eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'était déjà des entreprises qui étaient en difficulté de trésorerie. Et elles sont situées dans les secteurs du commerce ou des services particuliers. Passons aux effectifs. Là, sur les effectifs, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que 85% des entreprises répondantes ont stabilisé ou augmenté leurs effectifs en CDI sur le premier semestre de l'année. C'est la même tendance qu'enregistrée il y a un an. Cette tendance, de toute façon, elle est confirmée par l'INSEE, par France Travail, qui indique dans leur dernière publication une stabilité du nombre d'emplois salariés, une légère baisse des recrutements depuis un an et des offres d'emploi en légère baisse. Concernant les réductions d'effectifs, ça concerne en premier lieu les secteurs du commerce de gros, à hauteur de 25%, et des CHR à hauteur de 22%. On passe aux perspectives. Donc, concernant les perspectives sur le dernier trimestre de l'année 2025. Donc là, je vais vous évoquer des prévisions de chiffre d'affaires plutôt prudentes, comme l'a dit aussi la Banque de France. Je vais vous évoquer les carnets de commandes, le ralentissement des investissements, et on terminera par l'humeur et le niveau de confiance quant à l'avenir de leur entreprise. Concernant les prévisions de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre de l'année, eh bien, que nous disent les dirigeants de Loire-Atlantique? Eh bien, dans un contexte politique particulièrement instable, près de 2/3 des entreprises répondantes anticipent une stabilité ou une hausse de chiffre d'affaires pour les 3 prochains mois. À noter que le solde d'opinion est identique à celui observé en janvier 2025. Le solde d'opinion, c'est l'écart entre la proportion de répondants indiquant une hausse versus ceux indiquant une baisse. On va le voir tout de suite, mais ces prévisions de chiffre d'affaires varient d'un secteur à un autre. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est les prévisions les plus optimistes de chiffre d'affaires concernent le secteur de l'industrie. On voit que seulement 1 sur 5 prévoit une baisse de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre de l'année. À l'inverse, si on se met de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que 2 secteurs sont plus particulièrement touchés, le commerce de gros et les CHR, où une entreprise sur 2 anticipe une baisse d'activité en cette fin d'année. Pour les CHR, c'est notamment le peu de visibilité sur le prévisionnel. La moitié, comme vous pouvez le voir, prévoit une baisse, la moitié prévoit une stabilité, et notamment par rapport aux réservations de dernière minute sur cette fin d'année. Concernant les carnets de commandes, eh bien, comme vous pouvez le constater, les carnets de commandes se maintiennent, puisque 57% des entreprises répondantes indiquent maintenir ou augmenter leur niveau de commande sur le dernier trimestre de l'année. C'est plus 3 points par rapport aux 2 dernières enquêtes réalisées par la CCI. Le solde d'opinion, par contre, il reste stable autour des moins 25 points et très loin du solde où on était à l'équilibre ici en juin 2022. Ce constat, il varie d'un secteur à un autre. On va le voir tout de suite. Donc là, justement, secteur par secteur, qu'est-ce qu'on observe? Donc on observe des disparités. Concernant les entreprises industrielles, ce qu'on peut voir, c'est que le niveau de commande sur ce secteur est stable ou en hausse pour 2/3 d'entre elles. Mais à l'inverse, on a la tendance contraire pour le commerce de gros, où on a 2/3 de ces entreprises qui prévoient une baisse d'activité, de carnet de commandes. Concernant les intentions de recrutement, d'ici la fin de l'année toujours, eh bien, ce qu'on peut voir directement, c'est que plus d'un quart d'entre elles, des entreprises, prévoient des embauches en CDI sur le dernier trimestre et 16% en CDD. Si on cumule les deux, on a 2/3 des répondants
qui n'ont aucune intention d'embauche, que ce soit en CDD ou en CDI, sur le dernier trimestre de l'année. Après, attention, entre, vous le savez toutes et tous, sans doute, entre l'intention et la concrétisation, il y a un pas. Certaines entreprises ont parfois des intentions et les avaient déjà en fait sur les trimestres précédents. Et finalement, les offres n'ont pas été pourvues. Ils ont reporté leur recrutement. Et là, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ne pas voir, excusez-moi, en tout cas, l'industrie et le BTP sont les deux secteurs qui prévoient le plus d'embauches en CDI, avec respectivement 41% pour l'industrie et 33% d'intention d'embauche pour le BTP. Suit la restauration avec 31%, mais la restauration, vous savez, il y a aussi des difficultés de recrutement. Tout à l'heure, on a parlé aussi d'investissement, mais c'était en lien avec les banques. Là, sur le dernier trimestre de l'année, que prévoient nos chefs d'entreprise sur leur projet d'investissement? Eh bien là, on observe que seulement une entreprise sur 5 souhaite investir d'ici la fin de l'année, tandis qu'en septembre 2024, elles étaient 32%. Donc c'est quand même moins 12 points par rapport à la même période, en un an. Néanmoins, parmi ces 20% qui souhaitent investir d'ici la fin de l'année, sur quel sujet souhaitent-elles investir? Eh bien, en top 1, on va retrouver la stratégie commerciale. Donc là, cet enjeu d'investissement, cette thématique d'investissement, ça reste la même sur nos dernières enquêtes. Voilà, les entreprises cherchent toujours à identifier de nouveaux clients, à améliorer leur démarche de prospection, d'où le fait que cet enjeu reste au premier rang. Concernant les investissements, ils sont portés principalement par deux secteurs. L'industrie, notamment pour l'achat et le renouvellement d'équipements et de machines. Les services aux entreprises, plus sur des sujets d'investissement liés à la digitalisation ou l'innovation. Ce qu'on peut voir, c'est l'item sur les recrutements ou créations de postes ou sur le dernier trimestre. On le voit clairement. Sur la dernière enquête de janvier, cet item était en 2e position. Là, elle recule, elle arrive en 8e position. On voit bien que ce n'est pas un enjeu sur le dernier trimestre de l'année. Passons aux enjeux. Donc, concernant les enjeux, parmi le top 2, la trésorerie et la gestion des ressources humaines, on voit qu'il reste inchangé. Sur la gestion des ressources humaines, l'enjeu prioritaire des entreprises, toujours sur le dernier trimestre, c'est de fidéliser ses effectifs, ses salariés, et de stabiliser ses effectifs. En 3e enjeu, on a le carnet de commandes, toujours un enjeu de le garnir et de le maintenir stable. La nouveauté, c'est sur le 4e enjeu, ici, l'allongement des délais de paiement, puisque cet enjeu gagne 4 points sur le dernier trimestre. À chaque enquête, peut-être que certains d'entre vous ont été rappelés par certains de mes collègues, mais on pose toujours cette question, est-ce que vous souhaitez être contacté par un conseiller de la CCI? Et donc là, ce taux reste stable, c'est-à-dire qu'une entreprise sur 4 a souhaité être contactée lors de notre dernière enquête de conjoncture. Pour quelles raisons? Principalement sur 2 thématiques. Pouvoir être aidé et accompagné sur comment intégrer l'IA au sein de leur entreprise. Et la 2e thématique, c'était comment accélérer leur développement commercial au sein de leur entreprise. On va parler maintenant humeur. Alors, quelle est votre humeur en cette rentrée? Eh bien, peut-être que c'est la même que les chefs d'entreprise qui ont répondu à notre dernière enquête. Ces derniers sont plutôt sur une, comme vous pouvez le voir, c'est flagrant, sur une morosité ambiante qui perdure, puisque depuis les 3 dernières enquêtes, on voit que la part de morosité, d'humeur morose ou mauvaise est en hausse, puisque 47% en cette rentrée nous font part de cet état. Ils étaient 42% en janvier et 40% il y a un an. Certains secteurs sont plus impactés que d'autres.
On va le voir tout de suite. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'en cette période de rentrée, les secteurs du BTP et de l'industrie ont plutôt une meilleure humeur qu'en janvier, puisque le BTP gagne 11 points et l'industrie gagne 8 points. Concernant les CHR, on le voit ici, eh bien, ils gagnent aussi quelques points. À l'inverse, ce sont principalement les répondants liés au secteur du commerce qui observent une baisse de morale, puisque que ce soit le commerce de gros ou les commerces et services aux particuliers. Malgré cette morosité ambiante que je viens de vous évoquer, due à l'instabilité politique du moment, le contexte économique qui en découle, ce qu'on peut voir ici, c'est que le niveau de confiance, par contre, des dirigeants quant à l'avenir de leur entreprise retrouve des couleurs. Après avoir atteint en janvier 2025, ici, son plus bas niveau observé depuis janvier 2021, on voit que cet indice remonte à hauteur de 5,8 en moyenne. Tous les secteurs sont en hausse, connaissent un léger rebond, sauf le commerce de gros. En conclusion, donc, comme en janvier dernier, la reprise de la consommation n'est toujours pas en rendez-vous, alors que le taux d'épargne des ménages, la Banque de France l'a cité, il s'établit à 18,9% du revenu disponible brut, un niveau record depuis le début des années 80 hors période Covid. Les incertitudes politiques et économiques sont au cœur des inquiétudes des chefs d'entreprise de Loire-Atlantique et ont pour impact une tendance à reporter ou arrêter leurs projets d'investissement et à stabiliser et fidéliser leurs effectifs. L'allongement des délais de paiement et le manque de visibilité fragilisent la trésorerie, qui en font du coup un enjeu majeur et prioritaire. Deux secteurs sont plus particulièrement touchés, je l'ai cité lors de ma présentation, le commerce de gros et les CHR. A contrario, le BTP et l'industrie connaissent un léger rebond. Donc cette situation, on l'a vu tout à l'heure, ça impacte le moral des dirigeants, mais pas leur niveau de confiance quant à l'avenir de leur entreprise. En effet, en cette période d'incertitude, l'entreprise doit rester un phare. Il faut avoir confiance en ses fondamentaux. La Loire-Atlantique est un territoire résilient, avec une économie diversifiée, la présence de gros acteurs porteurs sur les différents secteurs d'activité. Donc, on a évoqué ensemble des prévisions pour le dernier trimestre de l'année, en termes de chiffre d'affaires, carnet de commandes, investissement, intention de recrutement. Nous verrons lors de notre prochaine enquête de janvier 2026 si ces prévisions sont conformes à nos résultats. Et en tout cas, n'hésitez pas à faire entendre la voix de votre entreprise et à y répondre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Michael Brouard. Et maintenant, je vais donner le micro à Jérôme Iudicelli, donc directeur régional à DRETS. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je souhaite excuser Monsieur le préfet de région qui n'a pas pu se rendre disponible pour être avec nous ce soir. Et je souhaite ensuite adresser vraiment mes sincères remerciements aux différents intervenants et de la Banque de France et de la Chambre de commerce et d'industrie pour la très grande qualité de leur présentation et de leur intervention. Lorsqu'on fait partie de ce qu'on appelle les décideurs publics, pouvoir être éclairé comme ça par des études précises, par des données circonstanciées, c'est quelque chose de très précieux, notamment dans un contexte qui est marqué, vous l'avez dit, par un certain nombre d'incertitudes et qui est également un contexte contrasté. Alors, incertitudes qui sont d'abord des incertitudes politiques. Je ne veux pas trop m'avancer sur ce point-là, mais il me semble que les choses sont en train de se décanter avec un nouveau gouvernement qui est désormais installé.
Et puis surtout, un projet de loi de finances qui a été présenté en Conseil des ministres hier, dans un délai compatible avec son adoption avant la fin de l'année civile. Et ça, c'est quand même un élément de stabilité qui est important. Et d'autre part, le ministère en charge de l'économie pilote très finement les dépenses et les recettes, et nous devrions respecter à la fin de l'année civile l'objectif de déficit à 5,4% du PIB. Alors cet effet de contraste et d'incertitude, je souhaite le confirmer d'un point de vue de la situation économique. Alors je vais apporter un regard qui est plus un regard marché du travail et emploi, qui peut venir en complémentarité des nombreuses informations que vous avez apportées. Donc on est effectivement sur ce plan dans une situation contrastée, puisque nous devons gérer à la DRETS en cette année 2025 d'ores et déjà 40 plans de sauvegarde de l'emploi concernant la région, chiffre qui est à comparer au nombre total de plans de sauvegarde de l'emploi de l'année 2024 qui était à 32. Donc vous voyez qu'à ce stade de l'année, en octobre, on est déjà sur une augmentation de près de 25%. Il y en a évidemment d'autres qui sont en cours d'instruction, et donc on pourrait arriver à une augmentation de 40, peut-être de 50% en fourchette haute. On a observé également, je regarde Monsieur le Président du tribunal de commerce, une hausse assez forte des défaillances d'entreprises, notamment au premier trimestre de l'année. Et de ce point de vue-là, l'originalité des Pays de la Loire, qui disposent d'un réseau vaste, étendu et diversifié d'interlocuteurs privilégiés pour accompagner les entreprises qui connaissent des difficultés, constitue évidemment un atout. Pour autant, je confirme que notre région, du point de vue de l'emploi et du marché du travail, est résiliente. Je reprends le terme qui a été employé par la CCI, puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons toujours le taux de chômage le plus faible des régions de France, avec 6,1%. Alors ça augmente un petit peu par rapport aux 5,8, 5,9 que nous avons pu connaître, mais ça reste quand même bas. Ça reste quand même bas, et je confirme, pour en discuter régulièrement avec France Travail, que beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs connaissent encore des difficultés de recrutement. Vous l'avez vous-même rappelé en prenant l'exemple, par exemple, du bâtiment. Donc situation contrastée, peut-être zone de risque aussi en région, pour rebondir sur votre intervention, Madame Kamiki, sur l'évolution des droits de douane et de la relation aux États-Unis. Puis on constate qu'en région, c'est un peu plus de 13% des exportations des Pays de la Loire qui se dirigent vers les États-Unis, alors que le taux national est un peu supérieur à 8%. Donc là, il y a quand même un différentiel important. Et donc, si cette politique un peu erratique, et en tout cas en augmentation de droits de douane, devait avoir un impact, la région pourrait être touchée. Alors, dans ce contexte d'incertitude, moi, le message que je suis venu passer au nom des services de l'État, c'est celui que nous ne baissons pas la garde, nous gardons le cap, nous restons actifs, notamment les services de l'État en région, et je vais donner un certain nombre d'exemples de cette activité. Nous restons très présents sur le développement de l'industrie sur notre territoire, l'implantation de différentes entreprises. Je citerai en guise d'exemple la task force qui a été mise en place par le préfet de région, réunissant différents services de l'État, DRETS, mais aussi DREAL, DRAF, BPI, pour accompagner les projets de développement et d'implantation sur le territoire Saint-Nazaire, parce qu'aujourd'hui, le développement économique nécessite une approche transversale. Il s'agit autant d'accorder des aides économiques que de régler des problèmes de procédure, des problèmes de foncier, et plus encore des problèmes de compensation écologique en termes de biodiversité, par exemple. Et donc, le fait de rassembler autour du préfet des équipes que je qualifierais de pluridisciplinaires est un plus. Deuxième exemple, la politique que nous menons pour aider les PME ligériennes, et vous savez que le territoire est caractérisé par un fort tissu de PME, à grandir et à devenir des entreprises de taille intermédiaire. Donc nous avons pour cela, au sein de l'État, un programme qui s'appelle Étincelle. Et aujourd'hui, au niveau national, 252 PME en croissance bénéficient de ce programme. Et sur ces 252, il y en a 27 qui sont ligériennes. Ça veut dire que les Pays de la Loire pèsent plus de 10%
de ce programme, ce qui nous place en deuxième position nationale, tout juste derrière l'Île-de-France. Donc, développement industriel, accompagnement de la croissance, mais aussi une stratégie des services de l'État qui est fondée sur l'innovation. Et là, je parle évidemment de la mobilisation du programme France 2030. À ce jour, 520 millions d'euros ont pu bénéficier à la région, 520 millions d'euros de ce programme en faveur de l'innovation. 450 projets ont pu bénéficier d'une aide au titre de France 2030. Et je vais citer un exemple concret, puisque l'inauguration a eu lieu lundi dernier, celle du navire Neoliner Origin, qui a eu lieu à Nantes lundi dernier, donc programme qui a bénéficié de fonds de France 2030 et même de fonds régionalisés de fonds de France 2030 gérés par la DRETS, programme donc qui donne lieu au lancement du plus grand cargo, je dirais, à propulsion vélique du monde, me semble-t-il, au sein de notre ville de Nantes, donc projet qui contribue évidemment, projet de dimension industrielle et qui contribue à la décarbonation de notre économie. Et en effet, ce programme France 2030, pour plus d'un quart de ces aides et de ces projets, est en lien avec les enjeux de décarbonation de l'économie. Ce programme France 2030, on n'est pas encore arrivé au bout. Il y a encore plus de 11 milliards d'euros qui peuvent être engagés, dépensés. Les appels à projets se poursuivent. Vient d'être relancé notamment un appel à projets qui vise à soutenir les projets d'investissement pour produire en France les véhicules routiers de demain et leurs composants. Donc ça concerne évidemment les véhicules électriques. Il s'agit de favoriser la production de la chaîne de valeur sur notre territoire national. Et c'est évidemment un appel à projet qui est important pour la région Pays de la Loire, puisque vous savez que la filière automobile est très présente, avec plus de 32 000 salariés, principalement positionnés dans le nord-est du territoire et notamment dans le département de la Sarthe. Alors, agir au niveau régional, agir au niveau national, articuler les deux niveaux, c'est évidemment important. Mais dans l'économie mondialisée qui est la nôtre aussi, il est important de vous dire un mot de ce que défend l'État au niveau de l'Union européenne. Et là aussi, il y a plusieurs initiatives qui sont prises pour favoriser le développement économique. D'abord, la mise en place depuis juin dernier d'un label qui s'appelle Finance Europe. Excusez-moi pour mon accent un petit peu déficient. On a beaucoup parlé d'épargne lors des présentations ce soir, et ce label vise précisément à flécher, orienter l'épargne des Européens vers des entreprises du continent. Deuxième initiative, puisqu'on a parlé aussi guerre commerciale, droits de douane, le 8 octobre dernier, c'est très récent, la Commission européenne, avec, je dirais, beaucoup de soutien de la France, a proposé un nouveau mécanisme de défense commerciale sur l'acier, la production d'acier en Europe, un mécanisme qui jouera sur les quotas d'importation, sur l'augmentation des droits de douane. Et donc ce nouveau mécanisme va être maintenant discuté au niveau des États, au niveau du Parlement européen, et nous espérons qu'il puisse rentrer en vigueur dès le 1er janvier prochain. Enfin, concernant l'union douanière, elle est aussi en ce moment revisitée, réinterrogée pour tenir compte du développement très fort du commerce électronique. Alors, on est dans un territoire, je le disais, où le chômage reste bas, où les difficultés de recrutement se poursuivent. Et donc, au-delà des enjeux de développement économique, je prends mon autre casquette de directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ça me semble important de parler aussi avec vous des initiatives qui sont prises pour favoriser le recrutement des entreprises face à ces difficultés économiques. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons déployé au sein des régions Pays de la Loire les nouveaux dispositifs de la loi pour le plein emploi qui avaient été adoptés à la fin de l'année 2023. On a dorénavant des comités locaux pour l'emploi qui sont installés dans chacun des bassins d'emploi. Les acteurs économiques y sont les bienvenus. Ils pourraient y être plus présents demain qu'aujourd'hui.
Et c'est d'autant plus important que ces comités locaux pour l'emploi mettent en place de nombreuses initiatives en faveur des entreprises, du recrutement des entreprises. Et France Travail mobilise notamment dans ce cadre ce qu'ils appellent leur task force entreprise au service des projets de recrutement. Au-delà de cette action menée pour faciliter le recrutement des entreprises, je voudrais appeler votre attention en cette période où les projets de recrutement, on l'a vu tout à l'heure, restent souvent stabilisés, où des difficultés peuvent être connues, sur certains publics. Les bénéficiaires du RSA, en premier lieu, puisque c'est un apport important de la loi pour le plein emploi que d'avoir systématisé l'inscription comme demandeur d'emploi de ces publics, qui étaient parfois un peu laissés de côté par les institutions. Et qui dit inscription systématique comme demandeur d'emploi, dit accompagnement, désormais systématique, soit par les conseils départementaux, soit par France Travail, pour favoriser l'insertion sociale, mais aussi professionnelle de ces publics. Donc dans des logiques de recrutement inclusif, c'est important de considérer aussi ce vivier et le potentiel qu'il peut représenter. Et puis deuxième public sur lequel nous concentrons nos efforts et sur lequel je voudrais appeler votre attention, ce sont les salariés de 50 ans et plus. Parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à un virage démographique. Sous le contrôle du directeur régional de l'INSEE, il me semble avoir entendu que 2025 pourrait être la première année en France où le nombre de décès va dépasser le nombre de naissances. Je crois que c'est déjà le cas en année glissante. Et ça, c'est une véritable nouveauté. Donc on est confronté à un virage démographique. Et pour conserver finalement notre volume de population active, il va falloir faciliter et le recrutement et le maintien dans l'emploi des 50 ans et plus, voire des 60 ans et plus. Et en la matière, aujourd'hui, la France, et notamment la région Pays de la Loire, nous ne sommes pas très bien positionnés. Pour le taux d'activité des 60 ans et plus, nous sommes 12 points inférieurs à la moyenne de l'Union européenne. Et c'est encore un peu en deçà au sein de la région Pays de la Loire. Et donc sur ce plan-là, plusieurs initiatives nationales et régionales sont prises. Vous le savez, il y a un projet de loi qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des 50 ans et plus. Il ne reste plus qu'une dernière lecture à l'Assemblée pour l'adopter définitivement. Donc on y est presque. Et dans ce projet de loi, on va retrouver notamment une obligation faite aux entreprises et aux branches de négocier tous les 3 ans sur l'emploi de ce public 50 ans et plus, et le lancement de l'expérimentation d'un nouveau contrat à durée indéterminée, dit contrat de valorisation de l'expérience, qui certes sera un CDI, mais qui prévoira un terme prévisible qui correspondra à l'âge de départ en retraite du salarié. Donc c'est une nouveauté qui sera intéressante et sur laquelle nous devrons rééchanger. Et puis, initiative aussi au niveau régional, puisque nous avons organisé à l'hôtel de région le 16 juin dernier, avec beaucoup d'entre vous, mais aussi avec les représentants de l'Association nationale des DRH, avec les entreprises s'engagent, un événement autour de l'emploi des 50 ans et plus, insistant sur des belles histoires de recrutement et également tout le travail qu'il y avait à faire en termes de construction de parcours, en termes d'aménagement des conditions de travail, pour permettre à ces publics de travailler plus longtemps au sein de l'entreprise. Le préfet de région nous a demandé pour la fin de l'année d'établir une feuille de route formalisée sur l'emploi des personnes de 50 ans et plus, et un certain nombre d'entre vous allaient être questionnés pour que nous recensions les initiatives existantes et vos propositions d'action. Donc vous le voyez, mesdames et messieurs, dans ce contexte de relative incertitude, l'État agit, continue d'agir avec ses partenaires. Et pour reprendre l'intervention de monsieur le préfet de région lorsqu'il était intervenu la dernière fois ici même, nous n'agissons pas dans une logique un peu passive de guichet. Nous allons au-devant des acteurs pour essayer d'anticiper comme un véritable partenaire, pour essayer d'accompagner les projets, de développer les talents. Mais en même temps, nous faisons attention aux problématiques d'insertion professionnelle et sociale de l'ensemble des publics, en pensant que ces deux enjeux
peuvent se rencontrer. Et donc nous sommes à la fois, je dirais, sur le développement et sur la solidarité. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur régional. On voit toute la complémentarité entre les acteurs économiques et l'importance des services de l'État dans l'activité économique locale. Maintenant, je pense que Yann, il faut qu'on se prépare pour les questions. Donc, alors, je crois qu'il faut appuyer dessus. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que l'on vient de présenter? C'est toujours la première, la plus difficile. Alors. Tu veux nous dire quelque chose, Yann, peut-être? Ah, pardon. Tu interviendras après. Ah, c'est Arnaud. Arnaud Degord, directeur régional de l'INSEE. Merci tout d'abord pour l'ensemble des exposés. J'aurais 2 questions. Je pense qu'elles sont transversales aux différents exposés, y compris pour l'une d'entre elles à l'intervention conclusive de Jérôme. La première question, c'est par rapport à quelques étonnements sur la dynamique industrielle. Il me semble que selon les échelles, le discours n'est pas tout à fait le même et que sur le Zoom ligérien, le propos est plus positif qu'il ne peut l'être au niveau régional. Ceci concorde avec plusieurs sources d'information et avec le fait que l'industrie des départements n'est pas tout à fait la même selon le versant de la région que l'on regarde. On a une industrie en Loire-Atlantique qui n'est pas tout à fait la même qu'ailleurs en France. Et ma question porterait sur les échos que vous en avez dans les différentes enquêtes entre la bonne santé de grands donneurs d'ordre, d'acteurs incontournables du tissu industriel ligérien et tout ce qui gravite autour. Est-ce que, quelque part, les résultats ne sont pas tirés vers le haut par les poids lourds, dont on sait qu'ils font beaucoup de bien au territoire, mais peut-être tout de même que d'autres acteurs ne se voient plus trop dans nos enquêtes, qu'eux souffrent un peu, mais ils ne pèsent pas suffisamment ou ils ne sont pas visibles à la hauteur de cette infrastructure industrielle du département. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, ce serait sur les investissements qu'on retrouve dans tous les exposés, avec l'espoir d'un rebond de cet investissement privé pour les prochaines années au niveau des projections de la Banque de France. Et en même temps, dans les enquêtes, je m'interrogeais sur votre perception de la transformation réelle du tissu productif de la région et du département, notamment par rapport à, il me semble, un nombre de répondants sur la transformation digitale, que je trouve encore modeste finalement. On a ce buzzword partout là de l'IA. Bon. Du coup, on s'attendrait à ce que tous les chefs d'entreprise nous disent on investit massivement sur notre transformation digitale, et notamment en lien avec l'IA. Est-ce que vous ressentez un petit peu ça? Est-ce que l'on peut interpréter les chiffres que vous nous présentez comme oui, on va rebondir via cette transformation-là dans nos différents secteurs? Merci. Alors, Arnaud, les questions sont toujours très circonstanciées. La réponse à ta première question est dans l'exposé de la question. Naturellement, dans notre territoire, avec la particularité de très grands donneurs d'ordre spécifiques que sont Airbus et les chantiers de l'Atlantique, les chiffres généraux sont extrêmement élevés et donc cachent, comme un arbre cache une forêt, une réalité qui n'est pas la même pour une partie des sous-traitants de rang 2 en particulier et pour les gens qui ne sont pas directement associés à ces secteurs-là. Je vais quand même ajouter, parce que là tu parlais industrie, mais je vais l'étendre. Parce qu'il y a des secteurs qui fonctionnent bien. On a l'avantage d'avoir une économie plurielle, globale, donc dans laquelle on va retrouver, entre autres, de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie, qui est très puissante aussi, avec des entreprises comme Terrena, mais aussi de grosses industries qui ont des vocations extrêmement internationales, comme Manitou. Et donc, en fait, on a des visions, il faudrait rentrer dans
dans un détail extrêmement important pour pouvoir comprendre quelle est la réalité. C'est la raison pour laquelle la situation, et je vais donner un chiffre qui va donner une réponse, c'est le nombre de mises en redressement judiciaire actualisées. Je parle sous le contrôle de Patrick Darrière, mais c'est 215 entreprises mises en redressement judiciaire depuis le début de l'année, à mettre en comparaison aux 122 de l'année 2024. Pardon. Donc, c'est une très forte progression. Donc, oui, la situation économique d'un nombre important d'entreprises est complexe. Les carnets de commandes sont encore présents et ne se remplissent pas. Donc on a, et ça a été évoqué, des temps de plus en plus longs entre la proposition qui est faite et la réalisation du projet. On a un chiffre qui a été donné et qui est très très clair, c'est 20% des entreprises ont des projets d'investissement dans le dernier trimestre. 20%. C'était 32%. Alors ça, il a été dit qu'un certain nombre de projets avaient été lancés. Il a été dit aussi que le taux que les banques font des prêts très importants, mais sur 25% des entreprises exclusivement, les grosses dont tu parles. Donc la réalité, et puis certaines sectorielles, parce qu'il y a quand même des domaines sectoriels dans lesquels ça fonctionne très bien. Donc, ce n'est pas si simple. Je n'ai pas cité Total, mais je vois Total. Évidemment, ça fait partie des entreprises qui vont quand même globalement bien. Même si on prend des entreprises comme EDF, et on a pu le voir, qui ont fait moins de chiffres. Je ne sais pas si le directeur régional est là, je ne l'ai pas vu. Mais EDF a fait moins de chiffres d'affaires cette année, compte tenu d'une météo plus clémente. Bon, donc, en fait, il y a une variation sectorielle qui peut exister. Donc la réalité, effectivement, n'est pas la même pour tous les secteurs. Alors je compléterai sur cette première question, Arnaud. Dans nos chiffres, quand on a, donc que ce soit au niveau de l'enquête, pas les chiffres du 31-12, parce que ça n'a rien à voir, mais dans nos enquêtes de conjoncture, celles qu'on fait là et celles qu'on fait mensuellement, si on a un poids qui est trop important, et celle qu'on fera en début d'année, ça pareil, si on a un poids qui est trop important, on le retire. Voilà, parce qu'effectivement, il suffit qu'une de ces très grandes entreprises, et Dieu sait qu'il y en a d'autres, qui vont faire un investissement très important. C'est pas possible. En fait, ça casse notre enquête. Hein. Donc, on a cette possibilité-là, justement, parce que donc on l'aménage. Oui, tout à fait. De manière à ce qu'on puisse voir l'économie réelle de la région. Donc, c'est pas une histoire de cacher l'économie, mais il s'agit pas de faire ressortir ce qui n'est pas réel. Voilà. Donc du coup, on a cet élément. Tu avais posé une deuxième question. Les investissements. Ouais. Les investissements, donc oui, nous, dans notre enquête, on ne s'attendait pas à un taux aussi important d'investissement réalisé en 2025. Voilà. Il faut avouer que quand on a regardé les chiffres avec Fabienne Fusy et puis Sandrine Guével, on s'est dit c'est énorme, on ne s'attendait pas autant. Et oui, il y a des investissements qui sont réalisés. Alors c'est sûr qu'on compare aussi, on se dit il y a les investissements et de l'autre côté on a les encours de crédit qui montent. Là oui, on constate quand même que les encours de crédit sont portés par les grandes entreprises. Mais ils ne sont pas que par les grandes entreprises. Voilà. Et les investissements vont dans les deux secteurs qui étaient évoqués. D'ailleurs, le premier secteur, c'est le commerce. Je redéveloppe de l'engagement commercial et de l'investissement commercial pour réaugmenter mon carnet de commandes. Et les deux secteurs qui suivent, c'est digital, tu en as parlé, en disant effectivement comment je fais pour digitaliser en intégrant des projets d'IA, j'y reviens dans un instant. Et le deuxième qui est associé derrière l'IA, c'est l'innovation, pour dire comment je peux être plus innovant, pour être plus attractif, pour développer du carnet de commandes. Donc le focus des investissements fin d'année, est vraiment orienté vers de redévelopper une dynamique de différenciation à vocation commerciale. Sur la partie de l'IA, on en parle tous. La réalité opérationnelle des entreprises, c'est que très peu de taux d'utilisation. Aujourd'hui, c'est du chat GPT. Donc, le chat GPT est devenu le conseiller personnel de plein de monde. Mais ce n'est pas pour ça que la digitalisation artificielle des entreprises, elle explose. Il y a des projets, on crée des agents, mais on n'en est pas encore aux grosses ruptures, sauf dans certains domaines. On les voit apparaître dans le développement informatique, très important. Accenture vient de faire parler vraiment fort en disant qu'une partie significative des gens
seront disruptés par l'intelligence artificielle. C'est le cas de Mark Zuckerberg qui vient de dire que 30% de l'effectif global du groupe Meta disparaîtra au profit de l'intelligence artificielle. Donc on est en face de ces grandes mutations pour un certain nombre de domaines. C'est le cas, d'ailleurs, on va avoir peut-être un cas Kodak, j'espère pas, avec Téléperformance. Je ne sais pas si tout le monde connaît Téléperformance, mais qui est un leader mondial du centre de contact, qui est en train d'être disrupté violemment par l'intelligence artificielle. Donc il y a des secteurs encore, mais il y a des investissements, les gens regardent, mais c'est encore faible. Dans les chefs d'entreprise qu'on a pu interroger, je crois qu'aujourd'hui, le plus gros investissement, si je peux parler d'investissement, c'est dans le business. Ils ont besoin de business, il y a un besoin de business fort. Donc parce que l'activité a quand même ralenti un peu, et du coup, les efforts sont faits au maximum sur le business. Voilà. Alors, oui, je reviendrai tout à l'heure sur les... Non, Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. J'avais en tête l'Italie également, et je voulais savoir s'il n'y avait pas quelques bonnes idées qu'on pourrait importer, sous réserve qu'il n'y ait pas trop de droits de douane sur ces idées, mais voilà, quelques bonnes pratiques à importer dans notre pays. Vous savez, il y a une bonne pratique. Je discutais avec des entreprises allemandes il n'y a pas très longtemps. Et je leur disais, pourquoi vous réussissez et pourquoi nous, on ne réussit pas? Je parlais de la même chose avec des entreprises qui étaient américaines. Je dis, pourquoi vous réussissez et nous, on ne réussit pas? Le seul mot qui est arrivé, c'est confiance. C'est la confiance. Alors, la CCI l'a dit, hein, et l'année dernière, si vous vous souvenez, au mois de février, on a fait notre conclusion là-dessus. Les entreprises ont confiance dans leur entreprise, mais elles n'ont pas confiance dans ce qui se passe à l'extérieur. Et je crois que c'est ça, ce maître mot aujourd'hui, c'est la confiance qu'on peut avoir. Parce que quand on a confiance en quelque chose, on ose, on innove, on y va. Nous, je pense qu'on est un petit peu au ralenti en France, pas qu'en France, en Europe. Et je tiens ce discours partout. Il faut que l'Europe se réveille. Si l'Europe se réveille, la France, elle suivra. Les autres pays suivront. Mais on a un vrai besoin d'aller au-devant. Une autre astuce, et c'est même pas une astuce, je crois qu'il faudrait vraiment évoluer là-dessus, les simplifications administratives, la diminution des normes. Vous me parlez d'Italie, en France, il faut 5 ans pour commencer, à partir du moment où vous voulez créer une entreprise jusqu'à ce qu'elle naisse, qu'elle sorte et qu'elle vive, pour sa première année, c'est 5 ans. En Italie, c'est entre 12 et 18 mois. Voilà. Donc ça, c'est des astuces, voyez, qui vont bien avant le business, parce qu'on a des entreprises, on a des entrepreneurs, on a des structures étatiques qui marchent, qui fonctionnent, mais on en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Voilà. Et ça, la particularité dans notre région, c'est que tout le monde a l'esprit entrepreneurial. Tout le monde. L'État, comme disait M. Godicelli tout à l'heure, même notre préfet qui est présent, les réseaux. Voilà. On n'a pas le même cas dans toutes les régions. C'est d'ailleurs pour ça que notre région est plus dynamique que les autres et qu'aujourd'hui on sent un ralentissement, parce que ce ralentissement, on le se prend a posteriori par rapport aux autres régions. Voilà. Donc ce que je pouvais répondre, c'est ça. Vous voyez, on a une question aujourd'hui. Alors on parle des entreprises, mais on a beaucoup parlé ce matin. Pourquoi on ne consomme pas? Pourquoi le particulier ne consomme pas? Parce qu'il n'a pas confiance en l'avenir. Depuis le Covid, 1 euro, on va, au lieu de consommer 1 euro, eh bien on va l'épargner. Merci Monsieur Godicelli, merci Monsieur le directeur régional. Vous avez dit, ça va être créé, l'union de l'investissement et du financement. Ça, c'est nécessaire. D'un côté, il y a des fonds qui sont détenus par des particuliers. C'est le placement. On a ces placements. De l'autre, on a des entreprises qui ont besoin d'investir. Et ça ne matche pas entre les deux. Voilà. Donc, il faut qu'on propose des produits. Et tous ceux qui me connaissent en intervention, ils savent que je le dis que ce soit. Il faut créer un produit. Et c'est ce qui était en train d'être fait. Et c'est ce qui nous a été présenté. Un produit financier qui fait passer l'argent de la poche du particulier à la poche des entreprises. Voilà. Et ça nous aidera aussi. Je pense que tu vas donner quelques chiffres et tu vas te faire plaisir, Yann, et vous allez voir, c'est ça. Arrêtons de consommer, comme j'ai dit tout à l'heure, arrêtons d'épargner.
taux d'épargne 3,2%, vous voyez, c'est juste pas possible quand on a de l'argent qui dort, alors qu'en fait, on consomme, on produit, on embauche, on crée, on crée de la croissance, mais aujourd'hui, on devrait être non pas une croissance potentielle, comme j'annonce souvent à 1,5, on devrait être à 2 ou 3%. Je vais rebondir sur confiance. 18,9% de taux d'épargne des ménages. Il y a beaucoup de gens qui sont nés avant 1975 ici, enfin qui avaient 20 ans avant 1975. Non mais, donc personne ici n'a connu un taux d'épargne à ce niveau-là, quoi. Sauf pendant la petite période du Covid, forcément, on ne pouvait pas sortir. 18,9, bon ok, c'est quoi 18,9 ? C'est 6 400 milliards. Ça ne veut rien dire, personne ne comprend ce que c'est que 6 400 milliards. En revanche, je vais vous donner un chiffre, moi. Il y a 31 millions de ménages en France. 31 millions. À peu près. Hein, bon, voilà. Si on décidait d'investir 35 € par mois, chaque ménage, dans la consommation, ça fait 1 milliard par mois. Fois 12, c'est quand même pas mal. Tout d'un coup, les choses changent. 35, vous savez, alors, ok, mais 35 €, est-ce que les ménages peuvent faire ça ? Taux d'épargne moyen des ménages en France, 240 par mois. Donc dire 35, on pourrait même pousser, allez, soyons fous, à 70. Ça veut dire qu'on réinjecte immédiatement une vingtaine de milliards, 25 milliards dans l'économie française. Mais ça change tout. On est à ça. Simplement le truc qu'il y a. Et qu'est-ce qu'on pourrait importer ? La confiance. C'est bizarre, les chefs d'entreprise et les particuliers n'ont pas confiance. Mais ce sont les mêmes. Nous sommes des consommateurs, donc nous avons notre épargne des ménages. Nous, on consomme un peu moins. Qu'est-ce que fait le chef d'entreprise ? Il investit un peu moins. Il dit je vais reporter. Le taux dont je parlais tout à l'heure, des 20% d'intention d'investissement jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi ? Vous regardez l'optimisme, on dit ça va repartir en 26. Mais parce que ça s'appelle de l'autoconviction. On se dit que ça va repartir. C'est obligé. Et donc tout le monde dit, y compris l'INSEE, on dit mécaniquement, lorsque le taux d'épargne des ménages, enfin lorsque le revenu augmente plus que l'inflation, mécaniquement, ça relance la consommation. C'est pas moi qui le dis, c'est les statisticiens. Donc on constate ça. Pas en ce moment. Alors très peu, là. En ce moment, il semblerait que ça se tasse et qu'on soit plus trop en augmentation des 18,9. On a une petite chance de ne pas passer les 19, peut-être. J'y crois qu'à moitié. Mais aujourd'hui, quand vous êtes dans ce truc-là en me disant « je ne dépense pas ces 35 € par mois », eh bien, qu'est-ce qui se passe dans notre visualisation ? Vous allez vous promener dans le centre-ville de Nantes et vous dites « la vache, il y a plein de commerces qui ferment ». Eh bien oui, c'est inévitable puisque cet argent qui n'est pas dépensé là, les principaux, et là je parle sous contrôle de Patrick Darry-Carrère, qui dira les principaux dépôts de bilan, c'est quoi ? C'est lié à la consommation des ménages. Café, hôtel, restaurant et... Deuxième cause, bâtiment, seconde œuvre en particulier. Pourquoi ? Je vais repousser ma rénovation intérieure. Et puis comme j'ai repoussé l'achat de ma maison, l'ensemble de la chaîne est ainsi faite. Et donc, il y a une seule clé, elle est assez simple, hein, c'est relancer la consommation. Donc, dans chaque dîner que vous faites ou déjeuner, d'abord prenez un verre de vin en plus, je sais pas, enfin... Faites circuler, parce que le principe, c'est la circulation monétaire. C'est extrêmement simple, l'économie. Hein. Je mets 100 € d'un côté, et puis ça tourne, et puis donc ça fait vivre tout le monde. Bon, là, les 100 €, enfin je disais les 35 € par mois par foyer, hein, je ne parle pas par personne, je parle par foyer, c'est 2,20 à peu près personnes par foyer. C'est pas énorme, 35, on peut faire ça. Et puis en plus, allez, je vous donne un autre truc, parce que 30 millions de ménages, si on décide de dire, tiens, allez, j'achète un peu plus local que chinois, par exemple. Ouais. Tu veux parler de Chine ? Je voudrais parler de Chine ou de Chine ou de je sais pas quoi, enfin bon, ou de Temu. Temu, bien aussi Temu. Hein, rendre chaque consommateur, donner l'impression à chaque consommateur qu'il est riche. C'est intéressant comme raison d'être. Donner à chaque consommateur la sensation qu'il est riche. Eh bien, c'est ce qui fait qu'on achète tous chez Temu, enfin de beaucoup plus. Enfin tous, je veux dire, je suis sûr que si jamais on n'était pas gêné, on lèverait beaucoup plus la main que si je vous demande qui a déjà consommé sur Temu ou même Amazon par rapport au commerce. Et donc on contribue au fait d'abîmer le centre-ville de nos... Donc la consommation des ménages, la confiance. Et ça, c'est basé sur le fait de dire peut-être un petit peu de stabilité politique, un petit PLU qui passe... ou pas.
je dis un truc ou pas. Et s'il ne passait pas? Oui, je vous dis, s'il ne passait pas, finalement, on dépensera moins d'argent. L'État, la collectivité, nous, dépenserons moins d'argent, puisque mécaniquement, il n'y aura pas la hausse de l'inflation. C'est horrible de se dire ça. On en est presque là. Hein. C'est pas moi qui le dis. J'entends ça dans des chefs d'entreprise qui disent mais finalement, si on n'a pas de, ça sera plus compliqué à gérer pour l'État, bien sûr, puisque ça veut dire qu'il faut. Mais mécaniquement, ça fait baisser les dépenses puisque ça évite la hausse mécanique. Je vais illustrer sur la consommation. Pourquoi pensez-vous que le président Trump a fait une pression inadmissible sur le président de la Fed, Powell? Il a failli se faire virer. Hein. Donc c'est un peu comme si le président de la République en France, M. Macron, faisait une pression sur François du Droit-de-Gallo. C'est impossible. On a un pouvoir séparé. Mais il faut imaginer ça. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'en fait, il avait très peur qu'au regard de sa politique douanière, la consommation, les prix aux États-Unis augmentent, que la consommation baisse. Et en fait, la principale composition de la croissance aux États-Unis, c'est la consommation. Donc si la consommation aux États-Unis tombe, il y a un risque majeur, même s'il y a une production qui est forte, une production industrielle, mais c'est majeur pour les États-Unis. Et en plus, quand on touche quand l'Américain commence à sentir qu'il a une difficulté à consommer, il réagit très vite. Voilà. Donc voilà tout l'enjeu de la consommation. Là, on a vraiment un exemple typique de ce qui se passe aux États-Unis. Et nous, on aimerait bien avoir cette consommation plus importante. 3,2%. Ouais. Mais il consomme, il fait du crédit. Et c'est pour ça le président américain a demandé à Powell de baisser le taux pour qu'il y ait plus de crédit. Il vit sur du crédit, l'américain. Hein, donc il ne regarde pas le lendemain, il vit au jour le jour. Il y a peut-être une autre question. Le truc, c'est qu'en plus, on est un pays riche. Les actifs français, c'est 60 000 milliards. Les actifs immobiliers français. Le taux, les emprunts associés, c'est 40 000 milliards. Actifs nets immobiliers, hors tout ce qui est Tour Eiffel, enfin tous les comment dire, le patrimoine, lui, historique, etc., n'est pas concerné. Mais donc, patrimoine net français, 20 000 milliards. Épargne des ménages, 6 400 milliards, dont à peu près, on regardait le chiffre tout à l'heure, 1 300 milliards sur livret d'épargne populaire, livret de développement durable, LEA, livret A, pardon. Donc, épargne réglementée. Donc, c'est énorme. On a de l'argent et on a une dette 3 300 milliards. C'est beaucoup, beaucoup trop. Mais en fait, c'est pour ça qu'on n'est pas complètement décoté par les agences de notation. C'est parce que finalement, il y a l'argent. Bon, alors, il faudra aller le chercher chez nous, quand même, hein, ou chez vous, enfin, ceux qui ont de l'épargne, hein, parce que les autres l'auront consommé. Mais on a quand même ça, on a la capacité de ce rebond à la condition que la confiance s'installe. Alors, il est 8h13. On prend une dernière question et on aura respecté nos 2 heures. Est-ce qu'il y a une dernière question? Elle sera à l'apéro. Merci beaucoup à nos invités algériens. Écoutez, on aura fait un petit panorama territorial. On aura l'occasion, j'espère, de faire un panorama territorial de nos capacités d'engagement dans votre beau pays. Merci beaucoup. Je remercie l'équipe de la Banque de France pour le travail qui a été réalisé. C'est toute l'équipe derrière Sandrine Guével, derrière Fabienne Fusy-Hennequin et le directeur des affaires régionales qui est tout au fond à droite, là, qui se cache, parce que d'habitude c'est lui qui intervient, mais il nous a fait le coup de partir à Paris pour pas être avec nous ni hier ni aujourd'hui. Je blague. Donc merci à tous. Merci à la collaboration avec la CCI. Et puis on aura la joie de vous retrouver ici même le 10 février à 18h pour présenter l'enquête que l'on fait de début d'année, plus complète encore que celle-ci. Donc, et comme chaque année, on fera à Nantes et puis à Saint-Nazaire. Voilà, mais en tout cas, rendez-vous le 10 février dans cette même salle. Merci à vous tous d'être là, présents.